Bonjour à tous. Nous continuons ce matin à dresser, à analyser, comme promis depuis hier, les 9 ans de gestion de Patrice Talon. Dimanche, le chef de l'État bouclait la 9e année de son accession à la tête du Bénin. Nous avons commencé à évoquer ce qu'il a fait au plan politique hier. Ce matin, deux volets nous intéressent, l'économie, la culture et le tourisme. Nos débatteurs passeront par ici tout à l'heure pour donner leurs avis respectifs. Mon invité ce matin, c'est Alexandre Rougnon, jumeau et coprésident de l'association Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Avec lui, nous allons découvrir pourquoi cette déité est affectée aux jumeaux et comment ils le vivent. Nous allons aussi comprendre pourquoi ils ont décidé, avec son second, de mettre sur le pied une association et ce qu'elle apporte de façon concrète à la vie des jumeaux et des jumelles au Bénin. Esther Tofa sera là ce matin. Ce sera pour parler santé et précisément d'autisme. Vous vous rappelez certainement, elle avait promis depuis la semaine écoulée de parler tout au long de ce mois d'avril, de santé des tout petits. Nous allons donc ce matin découvrir ce mal qui affecte les enfants et surtout comment directement ou indirectement les parents se sentent concernés et en souffrent profondément. Bienvenue à tous. Voici Fraternité. Pour ouvrir la une des journaux ce matin, le Bénin à l'aide du numérique, entre gain de temps, d'argent et d'énergie, une révolution en marche. Julien Ronpet, docteur en droit et spécialiste du numérique, la digitalisation des actes d'état civil représente une avancée majeure, mais elle soulève plusieurs défis. Lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures, les pêcheurs, des sentinelles d'alerte. Et puis, plus en bas, procès Steve Amoussou à la criette, l'identité du frère Onvi au cœur du débat, le procès renvoyé au 14 avril. Prochaine promotion du numérique, le FID et Alcrère appelle le Bénin à encadrer l'usage responsable des IA. Voici Matin libre. Élection générale de 2026, la mouvance se serre les coudes, l'opposition en vrac. Et puis, diplomatie le Bénin et la Slovénie, celle un accord. Parlons de l'investigateur maintenant, Maître Yves Edgar Monou, sinon Maître Edgar Yves Monou, une vie entre diplomatie, politique et sport. Voici son parcours, nous propose donc le quotidien. Le grand jury rétropédalage dans les travaux de lotissement à Boumé-Calavi. Qu'est-ce qui bloque la réalisation du plan voirie de Réviem? Criette, là nous sommes avec la Nouvelle Gazette, les réquisitions contre Steve Amoussou renvoyées au 14 avril prochain. Et puis formation sur l'intelligence artificielle, le meilleur nous souffle que l'ODEM prépare les journalistes au défi des élections de 2026. Voici Jupiter qui fait un peu comme nous depuis hier. Patrice Talon en 9 ans. Au pas 6, 5, 6 et 7 du quotidien ce matin, il propose une lumière sur les réformes audacieuses et les actions concrètes engagées par Patrice Talon, notamment au niveau des plans, au niveau infrastructurel. Le domaine le plus impacté, en tout cas sous Talon, signale le quotidien. Voici les formateurs maintenant. Le ministère public, ce 7 avril 2025, Steve Amoussou et frère Onvi, je vais le démontrer. Et puis le matinal, diplomatie, le Bénin, la Slovénie, c'est un accord historique. Recrutement de secrétaire administratif d'arrondissement, une nouvelle campagne de sélection a été lancée. Nous souffle le quotidien, si vous êtes intéressé, postulez. Le grand matin, atelier d'information et d'appropriation de l'indice de budget ouvert, les députés outillés pour un contrôle efficace de l'action du gouvernement. Et puis, mère célibataire au Bénin, jugée, isolée, ignorer le poids silencieux d'une vie sans soutien. Dynamisme Info, opposition forte et unie pour 2026, une seule véritable synergie d'action pour acter l'alternance, en tout cas, c'est l'analyse du quotidien. Et puis nous sommes avec décryptage info, modernisation des services financiers au Bénin, bientôt un schéma directeur pour la numérisation du secteur financier. L'authentique. Ce matin, vous avez justement que le journal évoque la 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies. Et à ce sujet, Ablaï Biochane, une voix forte du Bénin à la tribune
des Nations Unies. D'abord reçu sur l'émission Actu Matin de Canal 3, Madaba Sorokuma expose les avantages de la reconnaissance légale des médias en ligne. Et on retourne à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Le Bénin à l'aide du numérique entre gain de temps, d'argent et d'énergie. Une révolution en marche. Julien Runkpe, docteur en droit et spécialiste du numérique. La digitalisation des actes d'état civil représente une avancée majeure, mais elle soulève plusieurs défis. Lutte contre la pollution marine, les pêcheurs des sentinelles, d'alerte, procès de Steve Amoussou à la criette, l'identité du frère Onvi au cœur du débat. Le procès, nous rappelle, fraternité a été renvoyé au 14 avril prochain et puis proche promotion du numérique. Le FIDEAL crée appelle le Bénin à encadrer l'usage responsable de l'IA. L'IA, vous pouvez le deviner, c'est l'intelligence artificielle. Voilà donc ce qu'on peut retenir des informations essentielles à la une des productions de la presse ce matin. En tout cas, pour ces canards qui nous sont parvenus donc ce mardi 8 avril 2025 à Canal 3 Bénin. Ne quittez surtout pas. À la fin de cette émission, d'ici, mettons 2 heures de temps à peu près, vous aurez de plus amples détails liés justement à ces informations relayées par les quotidiens. Ce sera à travers la revue de presse qui boucle la matinale sur l'Actu Matin. Voici maintenant l'acte 2 de votre émission ce matin, dans sa deuxième partie qui a commencé depuis 7 heures. C'est le bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. La ministre slovène des Affaires étrangères et européennes en visite du travail au Bénin, arrivée à Cotonou le 6 avril. Tanja Fajon a rencontré hier son homologue béninois, le ministre Olusegun Ajadi Bakari, une rencontre qui a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques et diplomatiques entre les deux États. Qu'est-ce qu'ils se sont dit au fond? On vous fera le point. 700 bourses d'études offertes aux apprenants et étudiants méritants du Bénin, c'est un geste de la Fondation Odon Valley. Son objectif surtout est d'impulser une saine émulation dans le monde éducatif d'une part et surtout de créer un environnement favorable à l'étudiant d'autre part. On vous donnera aussi de plus en plus de détails à ce propos. Voici le bulletin. Par une note diplomatique. J'avais déjà commencé à vous en souffler à 2 mots à l'antenne donc et à l'annonce de cette session d'information. La Slovénie qui renforce ses relations diplomatiques avec le Bénin, Ingrid. Oui, Tanguy, ceci se matérialise à travers la signature de deux documents de coopération à Cotonou entre les deux États. C'est à la faveur de la visite de travail de 112 heures au Bénin de la ministre des Affaires étrangères et européennes de cet État d'Europe centrale. Tanja Fajon a été reçue hier par son homologue béninois, le ministre Olusegun Ajadi Bakari. Le compte rendu. La poignée de main, bien chaleureuse pour la circonstance, en signe de cordiale bienvenue à l'hôte qui a seulement la veille foulé le sol béninois pour la toute première fois. Cette personnalité de haut rang sur le tapis rouge, reçue ici par son homologue béninois, est la ministre des Affaires étrangères de la République de Slovénie. Après les présentations d'usage, Olusegun Ajadi Bakari et Tanja Fajon se parlent en tête-à-tête. S'ensuit la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Slovénie. Il va y avoir par la suite une séance de travail élargie aux 2 délégations des 2 parties. C'est une toute première visite au Bénin. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères. Nous avons tenu de fructueux échanges et signé 2 accords bilatéraux entre nos États. Cela représente pour nous la première étape du développement des relations économiques entre le Bénin et la Slovénie. Je représente également l'Union européenne et dans ce sens, le Bénin est attendu en tant que pays stratégique au prochain sommet Union africaine et Union européenne. Nous avons aussi parlé de la sécurité et des modalités de soutien de l'UE au développement inclusif du Bénin. La ministre slovène des Affaires étrangères rencontre ensuite
Les responsables et les étudiants du futur hub régional du savoir et de l'innovation Semen City. Tonja Fajon se rendra en visite guidée au port autonome de Cotonou avec des discussions autour de l'économie, des investissements et les chantiers en cours. En après-midi, le programme de la diplomate est consacré à une visite au ministère de l'économie et des finances. Le président du CES, Conrad Baguidi, poursuit sa tournée de lancement des activités du Conseil économique et social départemental. Mardi 1er avril, il était à Parakou pour une rencontre avec les autorités locales et les acteurs de toutes les couches socio-économiques du Borgou. Il était accompagné d'une délégation. Suivons. Lors de cette rencontre, le président Conrad Baguidi a pris le temps d'écouter attentivement les préoccupations des acteurs locaux et des autorités. Plusieurs thématiques importantes ont été soulevées, témoignant des enjeux majeurs auxquels le département du Borgou fait face. Le président du conseil a insisté sur l'importance d'un travail de terrain actif et d'une écoute continue des préoccupations des populations. C'est sur le terrain que ça se passe. Nous n'allons pas tous rester à Cotonou. Tous les départements, et le chef de l'État l'a dit le 24 février, tous les départements doivent être concernés par le Conseil économique et social parce que c'est la vie des femmes et des hommes de notre pays, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire national, que nous devons impacter. Il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin d'informations. Nous irons les chercher pour vous les apporter. Il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin d'être accompagnés pour sensibiliser les populations. Nous allons vous accompagner pour le faire. Il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'il y ait des choses qui soient mises en œuvre. Nous irons chercher pour voir comment ça peut fonctionner. Et des sujets sur lesquels on va demander qu'il y ait une loi qui soit prise parce que c'est suffisamment sensible et concerne beaucoup de populations, voire beaucoup de territoires. Le préfet du département présent à la séance a exprimé sa disponibilité à accompagner les actions du conseil départemental. Les populations attendent beaucoup de vous, notamment des actions visant à renforcer la résilience de chaque citoyen et de chaque citoyenne face aux différents chocs socio-économiques dans un monde en pleine mutation. Je voudrais ici vous rassurer de mon entière disponibilité à accompagner les actions de la représentation du Conseil économique et social dans mon département en vue de la réussite de sa mission. 5 préoccupations principales ont été identifiées lors de cette rencontre, reflétant les attentes et les besoins pressants des habitants du Borgou. Ces sujets incluent la gestion de la transhumance, la coopération entre la police et la population, ainsi que des questions liées à la valorisation de la culture locale et la cherté de la vie. Conrad Baguidi a assuré que ces problématiques seraient prises en compte dans les actions futures du Conseil économique et social. Fidèle à ses engagements de promotion de l'excellence, la Fondation Odon Valley a procédé à la remise de bourses aux élèves et étudiants inscrits dans son portefeuille de bourses. La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée au Conseil des activités éducatives du Bénin en présence du président de la Fondation Odon Valley. Reportage. Ils sont près de 700 boursiers, élèves et étudiants qui vont recevoir courant ce mois d'avril leur bourse Valley. 640 000 francs pour les étudiants et 320 000 francs pour les élèves. Ces boursiers reçoivent ici la première tranche au titre de l'année 2025, soit la moitié de la bourse. C'est depuis 2003 que nous avons commencé cette action avec la Fondation Valley. Donc aujourd'hui, en réalité, nous sommes en train de faire pratiquement les 23 ans. Donc la 23e édition de remise de bourse. C'est quand même important ce qui se passe depuis ce temps. La Bourse Valley célèbre l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Les critères pour en bénéficier sont bien définis. Pour bénéficier de la Bourse Valley, il faut être parmi les meilleurs élèves du pays aux examens nationaux. Généralement, il faut être parmi les 70 premiers du Bénin au BEPC ou parmi les 5 premiers de sa série au bac, avec minimum la mention très bien. Également les meilleurs du Bénin au CEP, 3 à 5 par année selon les résultats, deviennent bénéficiaires de la bourse. Et ce critère qui est national permet d'avoir parmi nos bénéficiaires des élèves et étudiants de tous les départements et nous sommes vraiment bien satisfaits de ce programme et de son déroulement. La Bourse Valley est née de la vision de cet homme, Odon Valley.
qui fait chaque jour un peu plus pour accompagner l'éducation au Bénin. Je pense que l'an prochain, il y aura des nouveautés qui feront plaisir au Bénin, à Porto-Novo et qui amélioreront la qualité des bourses. Très distingué professeur Odon Vallée, la noblesse de vos pensées est traduite par la grandeur de vos œuvres à travers le monde. Laissez-moi vous dire que vous êtes le bâtisseur de l'excellence dont nous sommes les champions. Vous aviez marqué et continuez de marquer l'histoire de notre pays, le Bénin, de manière très positive. Soyez-en comblés à jamais et recevez nos profondes gratitudes. La deuxième tranche de la Bourse Vallée pour le compte de l'année 2025 sera remise en octobre prochain. D'une remise à une autre, nous sommes cette fois-ci avec les apprenants en fin d'apprentissage du centre de formation professionnelle La Tulipe qui ont reçu leur diplôme samedi dernier. C'est la mairie de Cotonou qui a accueilli cette cérémonie que nous résume ici Hugues Fingbe et Elvis Tonoucoin. Ils sont plus de 200 à recevoir leur parchemin. Ces jeunes sont formés dans une variété de domaines dont la restauration, la parapharmacie, la paramédicale, l'hôtellerie, les sciences et techniques d'administration et la couture. Je tiens à dédier ce moment précieux à tous ceux qui ont façonné notre parcours. Je vais commencer par nos parents qui dans leur soutien et leur amour incommensurable nous ont toujours motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. À M. Guy Martial Toukada, vous avez franchi une étape importante de votre vie. Durant votre formation, vous avez appris. Vous avez douté également. Madame, vraiment, je veux changer de filière. Madame, vraiment, quand on a commencé les stages, c'est difficile, on ne mange pas. Avant cette remise de diplôme, un membre du corps administratif et 6 enseignants ont été distingués par le promoteur du centre de formation professionnelle La Tulipe. Je remercie le fondé, puisque c'est avec lui que j'ai commencé. Je suis sa première employée. Au début, ça n'a pas été difficile, mais on rend grâce. De jour en jour, nous avons eu des effectifs et les apprenants qui nous ont fait confiance, les parents qui nous ont fait confiance, aujourd'hui sont sur le terrain et qui travaillent déjà. Le centre de formation professionnelle La Tulipe regorge assez d'enseignants diplômés, des diplômes de doctorat, de la licence, CAPES et autres. Si cette cérémonie traduit le déversement sur le marché professionnel de nouveaux diplômés, elle marque également la célébration des 10 ans d'existence du centre. Depuis sa création jusqu'à nos jours, nous avions émerveillé le public béninois. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ce matin, ce nombre important de parents, d'élèves qui sont venus nous soutenir. Au tableau des offres de formation du CFP La Tulipe figurent entre autres la filière auxiliaire de pharmacie, le secrétariat, l'hôtellerie et la maintenance réseau informatique. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à un membre du corps enseignant récemment décédé. C'était le bulletin Tanguy Agoy. Merci beaucoup Ingrid pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici mon invité ce matin. C'est Alessandre Rouillard, co-président de l'association Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Monsieur Rouillard, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu cette déité accordée et affectée aux jumeaux, notamment en Afrique, puisque vous en êtes un. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. D'ailleurs, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on doit voir les jumeaux comme des êtres plutôt à part? Merci beaucoup pour l'interrogation. Et il faut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, c'est avant notre naissance et avant la naissance de nos grands-pères. Et donc, les jumeaux, surtout en Afrique, malgré les progrès, n'ont pas su être
C'est-à-dire la divinisation des jumeaux en Afrique n'a pas été déconstruite jusqu'à nos jours. Justement parce que aujourd'hui, par exemple, je donne un simple exemple. Quand vous passez, personne en tout cas ne vous accorde une petite importance qu'on accorde aux jumeaux. Surtout, par exemple, je prends un exemple, mon second et moi, quand on passe, des gens peuvent nous arrêter et nous dire, bon voilà, priez pour moi. Même notre propre géniteur, notre génitrice, avant d'aller au marché, nous demande, bon voilà, priez pour moi, est-ce qu'aujourd'hui je dois vendre et autres. Donc, il suffit de lui donner l'accord. Et demain, et le soir, autant pour moi, à son arrivée, on constate le retour. C'est-à-dire, le retour, c'est que, bon voilà, quand elle vend bien, et puis nous aussi, nous-mêmes, nous sommes à l'aise. Et donc, aujourd'hui, nous avons constaté que les jumeaux, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le temps de nos aïeux, les jumeaux ont ce mystère-là et sont des êtres particuliers. Et donc, simplement pour avoir été, mettons, né double, c'est ça? Sinon, ils naissent de la même façon que les autres hommes naissent, ils grandissent de la même façon que les autres hommes. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut faire une singularisation en tant que tel. Et puis, c'est des histoires de croyance aussi. Si le matin, la mère qui croit à la capacité et à l'influence spirituelle de son enfant, même s'il n'est pas jumeau, s'il dit, mon enfant prie pour moi, ça peut avoir aussi son retour. Ah bon, moi je ne veux pas dire que ça peut être possible. En tout cas, malgré que votre singularité, peut-être que votre singularité ne vous permet pas de reconnaître ce mystère-là. Parce que les jumeaux, l'un et dans l'autre, sont des êtres spéciaux. Quand les gens se lèvent chaque jour pour accoucher un seul enfant, et du jour au lendemain, une dame va à l'accouchement et sort deux. Donc c'est là que le mystère quitte là-bas d'abord. Vous voyez, comme on dit, on parle des Agosu, les Aoumenu et autres. On les connaît également comme des jumeaux. Celui qui est sorti avec Abi ou bien ceux qui sortent par le siège, par avec les pieds, voilà, dans les Agosu. Donc, le mystère a commencé là-bas. Maintenant, les jumeaux, il est vrai que la mondialisation a fait que les gens n'accordent plus l'importance que nos aïeux accordaient aux jumeaux. Bon, voilà, parce qu'on dit souvent coucou ton vaudou ou bédé ton vaudou. C'est-à-dire, de notre vivant, nous sommes vénérés, et de notre mort encore, on nous dit, bon voilà, nous sommes allés dans les bois. Et donc, de notre vivant, où je dis, par exemple, les gens nous arrêtent sur la voie, ou bien même dans notre maison, on nous dit, priez pour moi, les jumeaux, priez. Et tout le monde aujourd'hui vient avoir jumeaux. Vous voyez, même je ne pense pas que vous qui êtes là, vous ne serez pas en train de prier pour avoir un jumeau parmi vos descendants. Qu'est-ce que vous en savez parce que c'est une question de choix aussi. Mais le conseil est général. Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse dire non. Et vous vous sentez à part, c'est ça? Vous vous sentez différent des autres enfants, des autres êtres humains, bon, c'est ça? Sans vous mentir, nous sommes fiers d'être néo-pluriels et nous connaissons la valeur de cette pluralité, en tout cas qui règne en nous. Parce que nous, généralement, on se sent un peu particulier par rapport aux autres. Nous avons en tout cas des trucs que les autres n'ont pas. Et donc, voilà. Bon. Est-ce qu'en famille, vous avez une place singulière qu'on vous accorde? Je veux parler de la famille de façon générale et la famille nucléaire. Bon. En famille, il y a une place qu'on nous a... Vous voyez, la mondialisation fait que il y a des jumeaux qui sont considérés comme des êtres simples. Même s'ils sont considérés comme des êtres simples, c'est-à-dire, on ne les prend pas comme des gens, des êtres spéciaux, comme on le font dans d'autres familles. L'un et dans l'autre, les jumeaux sont un mystère. Et dans chacun, il y a un esprit qui règne dans chacun. Même si tu es chrétien, tu es musulman et autres, tu peux être fervent, n'importe comment. Je ne pense pas qu'il y a certains endroits que des gens peuvent aller sur, en tout cas pour ces jumeaux-là. Parce que ce sont des êtres spéciaux. Et c'est des gens qui peuvent, quand ils te maudissent, c'est que ça peut y avoir des retombées sur toi. Vous êtes doté de pouvoirs extraordinaires, c'est ça? Il faut le dire. Pas inquiéter les gens. Non, mais en fait, ce pouvoir est naturel. Nous sommes nés avec. Oui? Voilà, nous sommes nés avec. Généralement, nous sommes nés avec. Mais il n'y a pas qu'en Afrique qu'on a des jumeaux. Partout sur la planète, on fait des jumeaux. Pourquoi est-ce que c'est spécialement et spécifiquement en Afrique on doit les voir comme des êtres, désolé de le dire comme ça, extraterrestres, différents des autres? Vous voyez, ça n'a pas commencé par nous. C'est depuis le temps de nos aïeux. Je ne pense pas que nos aïeux se sont réveillés un jour
pour initier ça juste pour le folklore. C'est parce qu'ils connaissent l'importance de cela. Moi qui suis ici, je suis jumeau. On ne m'a pas parlé de jumeaux uniquement et moi aussi, je dis, bon, je le dis ouvertement devant vous pour dire les jumeaux sont mystérieux et autres. Non, c'est parce que je constate ça. Et c'est du réel, en fait. Ou, bon, voilà, quand on passe, les gens nous donnent de l'argent. Mais pourquoi quand les gens passent, bon, c'est moi et moi, par exemple, on passe, on nous arrête sur la voie, on nous dit... Parce que c'est des croyances, c'est tout. Mais vous savez, on ne veut pas le faire, par exemple, pour vous. Ou bien, il y a cette différence-là. Et donc, c'est notre particularité qui fait de nous cela. Si on nous arrête sur la voie, si on m'arrête sur la voie pour me dire, ah, prie pour moi. Mais on ne veut pas vous demander, monsieur Tanguy, sur la voie, priez pour moi. Vous avez quoi pour prier pour les gens? Mais moi, par exemple, on sait que, bon, je suis jumeau. En tout cas, nous sommes dotés d'un pouvoir depuis notre naissance. En fait, ce n'est pas la famille dans laquelle nous sommes nés qui a fait de nous, en fait, des êtres spéciaux. Mais c'est depuis notre naissance. Et donc, même que tu sois chrétien, animiste, musulman et autres, donc il y a cette... Et vous en profitez très bien. Hein? On voit de plus en plus dans la rue maintenant des mères se promenant avec des jumeaux, avec la matérialisation des jumeaux, etc. à commander. Même des jumeaux comme vous aussi qui se mettent, mettons, à faire de la pression, du chantage aussi. Je suis jumeau, je peux te maudire comme vous l'aviez dit. Ah non, excusez, hein. Je vais commencer d'abord par les mères des jumeaux là. Moi, je ne suis pas venu ici pour désacraliser quelqu'un, mais ces mamans des jumeaux qui circulent, qui se promènent dans les rues et autres. Bon, en tout cas, moi, je ne connais pas leurs féticheurs, ceux-là qui les envoient sur la voie. La féticheur, Bokono, oui. Bon, voilà, Bokono, voilà. Sinon, pour ma petite connaissance, en tout cas, en tant que responsable d'une association jumelaire, je sais, en tout cas, d'après nos recherches, c'est les jumeaux qui choisissent là où il faut aller pour aller, bon voilà, faire les cérémonies, demander. En tout cas, là où il faut aller, et là, ça doit être forcément un marché. Parfois, ils demandent de se promener et de faire la mendicité pour une journée. Non, les jumeaux n'ont jamais dit d'aller mendier sur la voie. En tout cas, en voulant aller au marché, on peut prendre par la voie. Mais ceux qui se promènent dans les rues et parcourent les gens pour dire, bon, on ne sait pas, hein, parce que il y a quelqu'un qui est à Womé, il est le roi des jumeaux qui s'appelle Dark Diego, mais qui nous a dit, mais lui n'a jamais appris cela et il n'a jamais conseillé à quelqu'un d'aller se promener. En tout cas, c'est une consultation qui s'est faite et la consultation révèle le type de marché dans lequel il faut aller pour aller demander les trucs là. En fait, c'est la tradition. C'est-à-dire cette petite, comment on appelle, cette forme de mendicité dont on vous parlait là. En tout cas, c'est une cérémonie. Mais nous avons constaté aujourd'hui que des mamans prennent ça et elles mettent les jumeaux qui sont allés dans les bois. Bon, on ne sait pas si... En fait, mais vous avez une association. Est-ce que ce n'est pas le travail que vous devrez faire justement, la sensibilisation et la lutte contre justement cette déviance qui salisse, je dois dire, l'héritage traditionnel? Il faut le dire, bon, on ne l'a jamais caché. Comme je suis en train de le dire ici maintenant, on ne l'a jamais caché. Peut-être que actuellement notre voix ne porte pas comme cela devait être. Sinon, on le dit toujours que il n'y a aucune cérémonie qui peut pousser une mère des jumeaux à se promener sur les rues pour demander de l'argent. Même les jumeaux, en tout cas, nous ne l'a jamais fait. Ah oui, sérieusement? Votre mère n'a jamais été contrainte à aller mendier au marché, à faire, mettons... Non, je parle de... Ça là, c'est des cérémonies de naissance, en fait. Début de naissance. Oui, voilà. Quand vous venez dans le monde, parce qu'il y a des rituels qui se font pour les jumeaux. Généralement, dans certaines familles, c'est vrai que la modélisation fait que dans d'autres familles, ça ne se fait pas. Mais généralement, en Afrique, ça se fait, et particulièrement au Bénin. Ou quand les jumeaux, quand une famille met des jumeaux au monde, parce qu'on dit souvent les jumeaux viennent dans une famille pour apporter un message. Ça peut être un message de bénédiction, régler un conflit, en tout cas, un différent mésentente entre la famille ou bien entre les parents, apporter la richesse et autres. En tout cas, après la naissance, ils vont consulter. Et donc, le type de message que le jumeau porte, c'est le fa qui révèle. Après la révélation du fa, maintenant, on envoie on demande à la maman? Non, pas à la maman. Au fa, en fait, quel type de cérémonie on peut faire. Donc, il faut faire. Donc, c'est le jumeau, en fait, qui décide. Bon, en tout cas, c'est la naissance, ça. Maintenant, après, ce que les gens font, ils se promènent avec les jumeaux et autres, là. Bon,
Moi, pourquoi c'est la mère qui doit se promener avec les jumeaux, et notamment au marché, concédant que c'est la normalité de la cérémonie, telle qu'on l'a consulté, le fa l'a indiqué, etc. On n'a jamais vu un père de jumeaux en train de se balader au milieu du marché. Non, vous voyez, les mamans sont... Vous êtes difficile et dur avec les mamans, c'est ça, bon, voilà. Vous voyez, généralement, quand le jumeau, en tout cas, généralement, quand les jumeaux viennent dans une famille, souvent, si c'est pour régler, par exemple, un différend, ça doit être... Ou bien, si c'est pour impacter, en tout cas, positivement quelqu'un, ça doit être côté de la maman. Souvent, vous savez, c'est les femmes qui sont, excusez-nous, qui sont un peu compliquées. Et donc, généralement, c'est spirituel, en fait. Quand on demande aux mamans, il n'y a que nos mamans, elles sont habituées déjà à aller au marché. Avant, donc, si quelqu'un doit aller au marché pour faire un truc, en tout cas, les Taïnos, par exemple, vous voyez, les grandes divinités, même dans les villages et autres, il y a des prières. Ce n'est pas, le boucan peut être puissant n'importe comment, mais c'est des Taïnos. En tout cas, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Je vois que vous êtes très fiers de votre statut de sans jumeau. vous mentir. Pourtant, vous êtes présenté comme des êtres capricieux et imprévisibles. Bon, généralement, on dit que les jumeaux sont capricieux. C'est ce que les gens disent. Mais moi-même, c'est pas ce que vous êtes. Envoyer sa mère mendier au marché, ce n'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire sur la terre. Non, est-ce que ça, c'est une caprice? Bon, je peux dire que c'est la tradition. Et peut-être c'est après ça, maintenant on dit, bon voilà, le jumeau est fort parce qu'ils font des représentations. Je ne parle pas de représentation du jumeau là, on parle de sinotin, ce qu'on fait au village là. Et peut-être quand vous avez des demandes à faire, vous pouvez aller là-bas. Ça ne demande pas grand-chose. Il me semble que c'est l'huile rouge seulement, on met et des farines de maïs sur ça et donc mélanger pour faire des demandes et autres. Donc, il y a, bon, en tout cas pour tous les jumeaux, il y a ça. Mais il y a des familles qui n'ont pas fait ça et on les respecte pour en tant que divinité, quand ils ne sont plus là ou quand on les a matérialisés, on dit qu'ils sont aussi difficiles à contrôler. Ils peuvent vous offrir la chance tout de suite et le lendemain vous l'arrachez. Eh oui, c'est quand les jumeaux ne sont plus ici qu'ils sont encore plus dangereux que les êtres qui sont... Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vous. En tout cas, je peux vous toucher. Vous pouvez me toucher, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas me faire. En tout cas, parce que si je me fâche contre vous, ce n'est pas bien pour vous. Ah oui, sérieusement? Oui, sans qu'on ait aucun lien en tant que tel. Non, ce n'est pas le lien. C'est que vous ne pouvez pas m'offenser d'une manière... En tout cas, il y a des gens qui ne vont pas respecter cela. Mais il y a toujours des retombées par rapport à... Ce n'est pas parce que la personne est animiste ou bien la personne est tout là. Le jumeau peut être chrétien fervent ou musulman. En tout cas, il y a toujours un destin, en tout cas spécial pour les jumeaux. Et vous avez créé une association à ce sujet. C'est pour quoi faire? Oui, l'association, c'est pour célébrer notre dualité, en tout cas la dualité jumellaire, la pluralité, cette fierté-là qui nous anime. Mais l'objectif n'est pas que de célébrer la dualité jumellaire. Nous faisons également des actions caritatives, dont dans les orphelinats. Pour les jumeaux uniquement, c'est ça? Non, il n'y a pas d'orphelinat pour les jumeaux uniquement. En tout cas, c'est pour tout le monde. Ça là, les actions caritatives, en tout cas, faire les orphelins, n'est pas dédié uniquement aux jumeaux. C'est tout le monde. En tout cas, quand on va dans un orphelinat, on fait des dons. On ne dit pas uniquement les jumeaux qui sont dedans. Non. Maintenant, l'autre action qu'on fait, qui est un peu exclusive, c'est envers les mamans, les nouvelles mères des jumeaux en difficulté dans les centres de santé, voilà, après l'accouchement, peut-être. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Bon, il faut dire, vous voyez, mon second et moi, on a milité dans une association sur les campus. Et donc, cette petite formation qu'on a eue dans le militantisme universitaire, nous a fait que, quand nous avons créé notre association, nous avons su la contrôler. Et cette association dans laquelle nous avons milité sur les campus, nous contraignait entre-temps de faire des souscriptions entre militants. Entre militants, même pour faire nos actions. C'est les souscriptions que vous mobilisez. À l'interne de l'association. Oui. Par exemple, les actions, on a eu à faire des actions en septembre et en octobre dernier. Il n'y a que des souscriptions à l'interne. C'est vrai qu'on a sorti des affiches pour faire appel aux dons, mais il y a même une seule personne est venue de l'externe pour nous donner 1 franc. Mais ce que nous avons mobilisé, nous avons fait des actions dans 2 centres d'orphelinat, je parle de récent là, mais c'est rien que des souscriptions internes.
ce que les jumeaux et jumelles ont demandé. Les gens ont 1000 francs. Parce qu'actuellement, nous sommes près de 900 dans notre association. Ah oui? Rien que des jumeaux et jumelles. Nous sommes près de 900. Rien que des jumeaux et jumelles dans notre association. Et donc, quand quelqu'un trouve 1000 francs, 500, 2000, donc nous donne 5000 et autres. Donc, c'est avec ça que nous vivons. Que vous mobilisez pour faire les actions. Voilà. Quand on n'est pas jumeau, on ne vient pas chez vous dans votre association, c'est ça, non? Bon, notre association, c'est uniquement pour les jumeaux. Quand tu n'es pas jumeau, en tout cas, quand tu n'es pas né au pluriel, tu ne peux pas être membre. Mais tu peux être un soutien, un sponsor pour l'association, c'est une bénédiction. D'accord. Vous avez prévu ou projeté quelques activités, je crois, à la fin de ce mois, c'est ça? Vers la fin de ce mois? Ah oui, c'est vers la fin de ce mois, du 24 au 26 avril. Qu'est-ce que c'est? C'est le festival Roro. Ça va faire quoi, ça? Le festival Roro est une activité annuelle que nous faisons, c'est-à-dire c'est une fête annuelle. On dit souvent, après le stress, les tracas et autres, donc voilà, les efforts, il faut un petit moment de distraction. Mais ce moment de distraction est également un moment d'apprentissage pour les uns et les autres, que ce soit pour les jumeaux ou bien des 5 personnes. C'est ce que je veux dire par là. Nous avons été inspirés pour faire les festivals Roro. C'est la soif, en fait, de nous connaître et la soif d'animer, de soulever ce débat-là qui entoure la naissance jumellaire au Bénin, et en tout cas en Afrique, spécialement au Bénin, qui nous a amené à créer le festival Roro. Et donc, le premier jour, par exemple, le 24, on joue à un match de gala. Après ça, on fait des caravanes dans jumeaux, jumelles. En tout cas, il y a des 5 personnes également qui viennent. Vous voyez, les gens aiment spécialement les jumeaux. Les gens aiment spécialement. Donc, le second jour, le jeudi 25, à partir de 19h, nous invitons des sociologues, des prêtres prêtres catholiques, des médecins. Et il y aura également un imam sur les panels de ce jour. En tout cas, ce n'est pas un débat contradictoire. Il est vrai qu'il y aura un journaliste au centre pour le poser. En tout cas, chacun donne son avis sur la question des jumeaux. Sur la question des jumeaux. Bon, voilà. Pourquoi au Bénin, au niveau du prêtre phare, on peut lui demander, mais pourquoi la question que vous êtes en train de me poser depuis là, pourquoi on divinise les jumeaux en Afrique? Bon, au niveau du prêtre phare, prêtre catholique, vous n'êtes pas sans savoir que l'église catholique a commencé par faire les cérémonies des jumeaux. Donc voilà, il y a le père Bokovo qui sera sur le panel pour nous, voilà, pour nous expliquer un peu ce mystère-là qu'ils ont trouvé au niveau des jumeaux. Donc voilà. L'imam également sera également là pour nous parler. Mais au niveau des médecins, c'est biologique. Il y aura les sociologues, voilà, eux ils sont dans les recherches partout. Donc voilà, par rapport aux autres pays, en tout cas la perception sociologique, ils vont nous expliquer un peu. Alfred Fondior, merci beaucoup d'être venu. Un mot pour finir. Je passe par ce canal pour faire un appel à tous ceux-là qui aiment les jumeaux, même ceux qui n'aiment pas les jumeaux, à venir nous soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les jumeaux? C'est des êtres humains, c'est normal, non? Oui, bon, qui sont des êtres normaux, qui sont des... Non, attends-moi, des êtres normaux, mais qui sont des êtres spéciaux. Voilà. Oui, bon, qui viennent nous soutenir parce que nous avons besoin de sponsors, nous avons besoin de partenaires pour tenir notre activité. Même pas après ce festival, s'ils peuvent toujours nous contacter et, bon, voilà, pour nos actions caritatives, participer. Mais j'ai oublié, le 26, c'est le dernier jour qui est consacré à la compétition Miss Jumelles Bénin. Et donc là, nous célébrons la dualité des jumelles, en tout cas. Et la beauté aussi. Et la beauté, voilà, la beauté intellectuelle et culturelle. Alessandro Fondior, merci beaucoup, co-président de l'association Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, à vous. Mesdames et messieurs, voici les sports ce matin. Une semaine de fête, en tout cas, dans le monde du football et sur la planète foot. Candy Noureton, bonjour. Les quarts de finale de la Ligue européenne des champions s'ouvrent dès ce mardi même, en tout cas, pour la première manche. Pour l'ouverture des quarts de finale, justement, aller de cette édition de la Ligue européenne des champions. 2 rencontres à suivre à partir de ce soir et pas des moindres. Hein. Figurez-vous, comme vous le voyez sur le tableau, la compétition avance à petits pas vers le carré d'as et chaque équipe devra redoubler plus d'ardeur pour poursuivre l'aventure à 20h. Le Bayern de Munich, vainqueur du Bayer Leverkusen 5-0 en 8e de finale, va en découdre avec l'Inter de Milan tombeur de Feyenoord 4-1 en 8e de finale. Au même moment, Arsenal
victorieux du PSV Eindhoven au tour précédent, 9-3 en huitième de finale. Justement, on va en découdre avec le Real de Madrid, vainqueur de l'Atlético au tour précédent. Tanguy, semaine Coupe d'Europe. La Ligue européenne des champions qui revient avec deux affiches palpitantes ce soir. Oui, déjà ce soir avec un Real Arsenal, c'est ça? Oui, Real avec Arsenal. les Madrilènes qui se déplacent en Angleterre. J'avoue qu'il y a longtemps que j'ai suivi le jeu des Anglais. Je ne pourrais pas vraiment me prononcer à ce propos, mais ça va être certainement tendu, étant donné la forme actuelle pas très reluisante, je dois dire, des Madrilènes. Mais on connaît leur inspiration quand il s'agit de la Champions League, donc on verra ce que ça va donner. Évidemment. Et la deuxième affiche, Bayern-Inter. Oui, je crois que Bayern va un peu favori, même si ses joueurs sont légèrement vieillissants, avec quelques blessés dernièrement qu'ils ont noté dans leur rang notamment. J'ai bien peur que cela ait un retournement contre eux, mais il me semble qu'ils sont à domicile en principe. Le public devrait les pousser à venir à bout des Italiens. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Prenez le rendez-vous. C'est à partir de 20h pour ces deux différentes rencontres. Bayern de Munich, Inter Milan. À 20h au même moment, Arsenal sera face à l'équipe de Real de Madrid. On revient maintenant sur le continent, la troisième et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Maroc 2025 a connu son épilogue. Ce lundi, 4 matchs ont été joués. Le Mali s'est incliné 2 buts contre 4 devant l'équipe de la Côte d'Ivoire. L'Angola a étrillé l'équipe de la République centrafricaine par un score de 6 buts à 1, 2 buts à 0 pour la victoire du Sénégal devant l'équipe de la Somalie. Et puis la Tunisie est venue à bout de la Gambie. 2 buts à 1. Au thème des différents matchs justement de la phase des groupes, les équipes qualifiées pour l'étape des quarts de finale sont connues, comme vous allez le voir sur le tableau. On a bien entendu le Burkina Faso, la Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Côte d'Ivoire, sans oublier la Tunisie et puis le Mali. 8 pays justement qui vont disputer les quarts de finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Mais il faut aussi le rappeler, ces 8 pays sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue se dérouler au Qatar. Justement, ces 8 pays vont représenter le continent africain au prochain rendez-vous de la Coupe du Monde de la discipline. Parlons maintenant de ce qui concerne le Bénin du 21 au 26 avril 2025. L'équipe féminine scolaire béninoise des moins de 15 ans sera à Accra au Ghana pour prendre part à l'édition 2025 du championnat scolaire africain. Elle qui a obtenu sa qualification suite à la désignation du Ghana par la CAF comme pays hôte de la compétition. Ainsi, les Amazones scolaires béninoises finalistes malheureuses face à leurs homologues ghanéennes en novembre dernier au Niger lors du tournoi FOAB et seront donc sur la ligne de départ de la Coupe du championnat d'Afrique, du championnat scolaire africain Ghana 2025. Et en prélude à la compétition, elles ont entamé la mise au vert depuis le 4 avril dernier. Une mise au vert qui va se dérouler du 4 au 18 avril 2025 avant le départ justement de la délégation prévue pour le 19 avril prochain. L'équipe justement s'entraîne sur les installations du stade synthétique d'Akasato sous la houlette du sélectionneur Séverin Dan. Elles sont près de 28 filles présélectionnées pour cette mise au vert et pour une liste finale de 20 joueuses dont 2 gardiennes pour la compétition. Et justement, pour ce qui est de la préparation, pour ce qui est de cette mise au vert, quel est le plat de résistance justement concocté par le sélectionneur Séverin Danra et son staff technique? La réponse avec là. Au début de cette mise au vert, vu qu'on n'a pas pratiquement trop le temps, nous sommes obligés de travailler pratiquement toutes les phases de jeu, que ce soit déjà sur le point physique. On essaie de voir le niveau, la capacité physique des enfants depuis avant-hier et hier. Et là, on essaie aussi de travailler les gammes techniques, que ce soit individuel comme collectif. Après, on va essayer aussi de voir la tactique de jeu et sur toujours qui aura rapport avec notre philosophie de jeu. Parce que pour nous, on trouve important quand même que les filles prennent du plaisir dans tout ce qu'elles font. Et pour prendre du plaisir, il faut qu'elles se sentent à l'aise avec le ballon, qu'elles se déplacent bien, qu'elles communiquent bien, qu'il y ait beaucoup plus d'intelligence, qu'il y ait la maîtrise,
pour pouvoir nous permettre quand même de nous exprimer. Donc cette mise au vert sera beaucoup plus focalisée sur ce travail, sur ces points-là, pour qu'on puisse à la fin sortir une très belle équipe qui pourra vraiment s'exprimer. On a la chance d'avoir encore un noyau d'anciennes qui était du côté de Niamey, où nous avions été en finale de cette compétition. Mais je ne peux pas dire malheureusement, je peux plutôt dire heureusement, parce que de cette compétition à Niamey, on a aujourd'hui des filles qui représentent encore le Bénin au niveau des U17 et qui permettront, je suis sûr, à ce que le Bénin se qualifie à la Coupe du Monde des U17. Mais on a encore un petit noyau avec lequel on travaille, sur lequel on s'appuie pour créer encore un collectif et aller dans cette compétition et ne pas être ridicule. L'objectif, c'est d'abord que ces enfants-là puissent gagner un plus, faire montrer aux yeux de tout le monde de quoi ils sont capables, c'est-à-dire rehausser encore une fois l'image de notre nation en qualité, en matière de football, et surtout d'aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas ramener la coupe au... Voilà, donc rehausser le niveau technique des différentes joueuses et pourquoi pas aller le plus loin possible dans la compétition. Compétition prévue se dérouler du 21 au 26 avril 2025 à Accra, au Ghana, où le Bénin fait partie justement des équipes qui seront sur la ligne de départ. La préparation de la sélection féminine scolaire justement des moins de 15 ans se poursuit jusqu'au 18 avril 2025, veille du départ de la délégation pour la capitale ghanéenne. On va souhaiter bonne suite de préparation à Séverin Danra et ses filles. Tanguy, vous connaissez les jeux vidéo? Oui. Vous connaissez les jeux vidéo. Justement, le document de la semaine de ce mardi s'intéresse aux jeux vidéo, devenu plusieurs années un sport professionnel et n'est donc plus considéré comme une simple distraction. Le sort justement de ce sport électronique commence à la fin des années 1980. Justement, il faut le rappeler, avec les premiers jeux en réseau multijoueur et à partir justement des années 1990 sur Internet. Au cours justement des années 2000 et 2010, le sport électronique acquiert de plus en plus de notoriété et des tournois dotés de prix importants commencent à apparaître sur la scène internationale. Justement, dans ce sport, le Bénin a commencé par se professionnaliser justement déjà avec la mise en place de la toute première fédération de ce sport au Bénin il y a 2 mois environ. Et aujourd'hui, la toute première compétition officielle a été lancée le week-end écoulé. On va suivre justement le document de la semaine de ce mardi 8 avril 2025 qui porte sur les sports digitaux au Bénin, la professionnalisation qui est enclenchée. Manette en main, casque aux oreilles et le regard rivé sur l'écran pour ne laisser aucun détail échapper. Ces jeunes gamers procèdent au dernier réglage tactique avant le match de eFootball sur PS5. Matinée de gaming pour ces jeunes passionnés dans cette salle de la Fédération béninoise des sports électroniques. À première vue, l'on se croirait dans une salle de jeu pour de la pure distraction. Mais ce n'est pas le cas. Ils s'adonnent certes aux jeux vidéo, mais ici c'est une pratique sportive professionnelle à l'occasion du Gaming Talent. Il s'agit de la compétition qui lance la saison sportive 2025 des sports digitaux au Bénin. C'est une détection nationale qui donne la chance à toutes les associations qui sont reconnues qui sont dans l'informel ou dans le formel, et aussi à tous les joueurs qui sont un peu cachés de pouvoir se révéler au grand monde. Bon, elle se déroule sur 2 week-ends, je dirais. Nous avons une compétition sur les simulations sportives, c'est-à-dire eFootball, IFC 25 et NBA 2K. Nous avons une compétition sur des jeux de combat qui sont notamment Tekken 8, Street Fighter 6, mais également des jeux mobiles qui sont MLBB et PUBG Mobile. Ghislain et Eliade sont 2 férus des jeux vidéo. Et c'est pour eux une première participation à une compétition de gaming dans laquelle tout est encadré par le règlement bien défini. C'est une très belle initiative, surtout que l'e-sport, c'est un peu un domaine assez compliqué ici, mais c'est en train de se développer. Il y a un réel essor, il y a vraiment des efforts qui sont fournis. Je suis vraiment content de pouvoir participer à ce genre de compétition. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le football. Donc après, j'ai découvert un peu les jeux vidéo. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé depuis que j'ai eu 6 ans
Donc depuis j'ai commencé à jouer, je me suis pris du plaisir à jouer. Et je me suis un peu professionnalisé dans la chose et voilà, me voilà ici. Surtout au Bénin où le jeu vidéo est un sujet vraiment tabou chez nos parents et tout ça. Donc avoir une compétition comme ça et pouvoir y participer, c'est vraiment un honneur. Je suis content d'être là parce que le gaming c'est ma passion et tout. Le Gaming Talent met en concurrence les athlètes venus de divers horizons pour l'unique ticket qualificatif pour la Coupe du Monde de la Fédération internationale des sports électroniques dans 4 catégories. Le e-football, le Tekken 8, le PUBG Mobile et le Mobile Legends Bang Bang. En ouverture, une centaine de jeunes pratiquant en compétition durant plusieurs heures dans la catégorie de l'e-football. Je suis très heureux, non seulement de pouvoir dérouler cette activité, mais de l'ambiance qui règne. Parce qu'en fait, ça nous prouve que les gamers sont des personnes bien éduquées qui peuvent faire des compétitions dans les bonnes conditions et de manière très disciplinée. Du Tekken 8 et du Mobile Legends Bang Bang étaient aussi au programme du premier week-end du Gaming Talent. 2 journées au cours desquelles les participants ont fait montre d'une maîtrise de la pratique et surtout d'un respect des règles en vigueur dans la compétition. Au niveau de la catégorie e-football, Martin Cadet s'est offert le ticket pour la compétition mondiale devant ses 29 autres concurrents. En Tekken 8, le ticket est décroché par Cédric Roupet sur les 27 e-athlètes en lice. Et dans la catégorie MLBB Hommes, c'est l'équipe Astra Winders qui va représenter le Bénin à la Coupe du Monde de l'USF. Félicitations à tous ces e-athlètes parce qu'ils m'ont prouvé que ce que je disais était vrai. Les gamers sont déjà des jeunes très polis, très consciencieux. Beaucoup sont des diplômés, beaucoup sont des entrepreneurs. Ils se sont comportés très bien. C'était comme une lettre à la poste. Tout le monde était sage, tout le monde a compétit. C'était dans une ambiance conviviale, bonne famille et tout. Et nous avons eu la chance de détecter de nouveaux talents parce que pendant des années, c'était AfriGamer qui était tout le temps sur le podium. Effectivement, les têtes de liste sont des joueurs AfriGamer. Mais après ça, on a remarqué que les deuxièmes et les troisièmes, c'était des joueurs libres. La compétition se poursuit le week-end des 12 et 13 avril 2025, toujours avec les qualifications dans la catégorie mobile Legends Bang Bang Dames et PUBG Mobile et la détection dans les catégories IFC 25, Street Fighter 6 et NBA 2025. Elle n'est donc pas qualificative que pour le mondial de la discipline. Elle sert aussi de plateau de détection des athlètes qui se seront les mieux illustrés parmi les 400 inscrits pour l'équipe nationale e-sportive. Normalement, nous voulons 3 joueurs retenus pour la Gaming Talent, mais 2 autres qui seront rachetés grâce aux détections. Il y aura des détecteurs nationaux qui vont suivre, voir les joueurs qui n'ont pas pu sortir de poule, mais qui ont le niveau, essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux. Et il faut aussi dire, pour tous ceux qui ne sont pas retenus, ce n'est pas la fin de l'aventure. Nous essayons de pouvoir les recadrer et les rediriger vers plusieurs autres associations légalement constituées pour pouvoir permettre de mettre en place un circuit compétitif, participer aux compétitions régulièrement et puis pouvoir représenter le Bénin à l'international. La vision est lisible. Cette démarche de la Fédération béninoise des sports électroniques portée sur les fonds baptismaux il y a 2 mois environ concorde avec l'une des recommandations qui en était assortie le 15 février 2025, date de l'AG constitutive. Le sport au plan mondial est structuré d'une façon donnée. Et lorsqu'une fédération naît dans un pays, son objectif doit être de travailler pour rassembler tous ceux qui ambitionnent de pratiquer son sport sans exclusif. Un message bien cerné par les dirigeants de la fédération qui veulent fédérer tous les passionnés des sports digitaux. Ceci en vue de mieux promouvoir et professionnaliser les sports électroniques au Bénin et défendre les couleurs nationales de la meilleure des manières sur la scène internationale. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de ce numéro 1 du document de la semaine de ce mardi 8 avril 2025 qui s'est intéressé aux sports digitaux
au Bénin qui enclenche justement la marche de la professionnalisation. Tanguy, ce sera tout pour ce matin. Merci. Comme dit, très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici les sports. Compris, santé sport, cela rime bien en tout cas. Et cela fait bien de se succéder sur l'Actu Matin. On a fini avec donc les sports, on va parler santé ce matin. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous allons parler donc de l'autisme, au trouble du spectre de l'autisme, ce trouble neurodéveloppemental qui affecte selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 100 dans le monde. Vous nous en dites plus ce matin. Exactement, comme son nom l'indique, l'autisme est un trouble qui affecte le développement du cerveau, les aspects liés à la communication, au comportement et aux interactions sociales. Il est caractérisé par des difficultés à communiquer, des comportements répétitifs et une grande sensibilité sensorielle, comme on peut le voir sur les écrans. Je vous invite à suivre dans cet extrait qui va passer un bref témoignage d'une mère d'enfants autistes. Un autiste, c'est quelqu'un qui a des problèmes rien que par la vue de certaines images. Il peut avoir une crise en entendant certains bruits, tels que l'aboiement d'un chien, l'avion qui passe, il fait une crise. Ou bien une odeur qui ne lui plaît pas, il fait une crise. Ou bien un goût, il a mangé quelque chose. Ou toucher une texture solide qui le chatouille un peu dans les mains, il fait une crise. Donc c'est un parcours de combattant de tous les jours, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Tenez, je continue de laver mon enfant de 14 ans parce qu'il ne peut pas se laver tout seul. Donc c'est vous dire quelle galère cela représente pour les enfants, quelle souffrance cela représente pour les parents, pour les frères et les sœurs de ces enfants autistes. C'est juste des enfants différents, ce n'est pas des enfants malades. Ils ont un handicap qui ne leur permet pas d'apprendre au même rythme que les autres enfants. Ils apprennent lentement, mais sûrement. Et ils savent manifester leurs intelligences dans divers types de métiers ou de compétences qu'ils développent. Tanguy, elle, c'est Edwige Aounon. Elle est vice-présidente de l'Association des parents d'enfants autistes du Bénin. En 2024, le gouvernement du Bénin, via le ministère des Affaires sociales, a mis en place un projet pilote qui consiste à la prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ce projet vient soulager les difficultés des parents et vise à contribuer à la prise en charge sociale, sanitaire et scolaire des enfants atteints de troubles du spectre d'autisme. En tant que bénéficiaire de ce projet, Dama Ono a exprimé sa reconnaissance, mais elle a surtout fait des suggestions et on va l'écouter. Nous souhaitons que le gouvernement puisse déjà nous aider à intégrer dans la couverture des assurances la prise en charge des enfants autistes, parce que le paiement des frais d'orthophonie, le paiement des examens spécifiques à l'autisme ne sont pas pris en charge par les différentes assurances qui existent sur la plateforme, alors que c'est une prise en charge très lourde pour ces enfants-là et surtout pour leurs parents, parce que financièrement, c'est énorme, c'est épuisant et ce n'est pas facile. Et nous souhaitons également qu'il y ait beaucoup plus d'écoles inclusives et que ces écoles soient formées, que dans les autres écoles ordinaires, que les gens soient formés à la prise en charge des enfants autistes pour une scolarisation plus élargie et plus adaptée pour nos enfants. Nous souhaitons qu'il y ait des centres d'apprentissage pour l'insertion socio-professionnelle de nos enfants, parce qu'ils ne sont plus tous forcément en âge de scolarisation. Il y en a qui sont déjà grands et qui devraient apprendre un métier pour s'insérer socialement. Les autistes, il y en a dans l'aviation, il y en a dans la médecine, il y en a dans tous les corps de métier. Il suffit de leur donner la chance de pouvoir apprendre, la chance de pouvoir développer leur intelligence et leurs connaissances et pouvoir les mettre à la disposition de la société et participer eux aussi au développement de la nation. Il faut comprendre que l'une des plus grosses souffrances des parents qui ont des enfants autistes, c'est le regard de la société sur leurs enfants. Et nous profitons par ce canal pour exhorter chacun et tous à changer leur perception. La perception qu'ils ont sur ces enfants-là, parce qu'elle vient de le dire, ce sont juste des enfants qui apprennent lentement, mais qui arrivent quand même à apprendre selon leur rythme. C'est un trouble du cerveau, du développement du cerveau. Ce n'est pas une maladie en tant que telle. Et on en a, pour exemple, selon plusieurs informations, le musicien Beethoven serait autiste.
Zuckerberg, Mark, serait autiste. Elon Musk également serait autiste parce qu'il y a différentes variations de l'autisme. Alors, aucun remède jusqu'à l'heure là n'existe pour ce trouble qui ne se manifeste diversement selon le sujet atteint, mais il existe des méthodes de rééducation pour mieux les aider. Donc il faut, mettons, insister sur la rééducation surtout, Exactement. pour les aider justement à améliorer Depuis la le bas âge, capacité, exactement. la capacité mais comment est-ce que très tôt on se rend compte justement de cette difficulté de l'enfant? Déjà jusqu'à l'âge où l'enfant doit commencer par marcher, il a du mal à se tenir debout. Il a des mouvements répétitifs. Qui sont hasardeux, qui hésitent. Exactement. Il n'arrive pas à bien s'exprimer. Il y en a qui ne parlent carrément pas. Il y en a que jusqu'à l'âge de 10 ans n'arrivent pas à se tenir debout. Donc, il y a différentes manifestations de ce trouble-là. Donc, déjà, il faut l'envoyer faire une IRM pour être sûr que c'est l'autisme ou c'est autre maladie, en fait. Il faut surtout, je crois qu'on en parle très peu aussi, un appui psychologique aux parents aussi, parce que c'est très difficile. Comme l'a dit votre personne ressource dans l'extrait qu'on a suivi quand même. Très difficile pour les parents, mettons, d'assumer jusqu'à la fin, je dois dire, le travail de parents auprès donc de ces enfants en difficulté. J'imagine, si on doit amener son enfant de 14 ans sous la douche, la laver, surtout quand c'est une fille, elle doit commencer la période menstruelle et on doit gérer ça avec elle parce qu'elle ne peut pas le faire elle seule. Merci beaucoup à vous, Esther. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à mardi prochain. Merci. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer maintenant qu'on suive ensemble le magazine de ce matin. Bienvenue ici chez Dame Béatrice, célèbre pêcheuse de crabes. L'activité le lui a si bien rendu, en dépit de ses exigences. Son nom, en effet, a passé les limites de son Gogotepo natal. C'est la dernière contrée de l'Atlantique, frontière avec le département du Mono dans la commune de Kwamasin. Sa réputation de pêcheuse de crabes, elle se l'a faite au bout d'une trentaine d'années de pratique, avec fidélité et amour. Ces journées commencent souvent à 4 heures du matin. Si tu vas loin, il faut te réveiller tôt pour aller. Des fois, les crabes, c'est le matin. Tantôt, c'est vers les 8 heures que ça marche. Ça dépend de l'eau qui est là. Des fois, l'eau prend très tôt le matin. Des fois, c'est vers les 8 heures. Des fois, c'est à 10 heures. Des fois, même, c'est le soir. Au moment où tu es fatigué, tu es prête à partir. C'est là maintenant que tu commences à trouver un peu. C'est là qu'on dure jusqu'à 15 heures, 16 heures avant d'arriver. Pour y aller, Béatrice s'équipe convenablement. Il y a sur ce plan 2 catégories d'équipements à avoir. D'abord, de quoi s'alimenter, parce que les journées sont très longues et ardues. Ensuite, le matériel de pêche. Un peu de sucre, un peu de tapioca, gari, du pain, de l'eau. Tout ce que je trouve, je vais avec. Tu peux trouver un peu de bouillie. Voilà. Tout ce que tu trouves, tu peux aller avec. Si c'est la banane, les galettes, tout ce que tu trouves, il faut acheter ça le soir, le matin, très tôt. Parce qu'à l'heure où tu te réveilles, il n'y a personne. Tout le monde dort en ce temps. Donc, c'est très tôt, il faut partir.
Ça, c'est aiglet. On appelle ça aiglet. Mais en français, on appelle ça carolet. Voilà. Maintenant, j'ai attaché le poisson là-dessus. C'est simple bois. On fait ça et puis on met filet en bas. C'est le filet qui garde le crabe. Dès qu'ils viennent pour manger la paille, tu soulèves le bouchon doucement comme ça. Dès que tu soulèves ça, le crabe tombe dans le filet et je le mets dans mon panier. Carolet? Oui, Carolet. Des fois 40, 30, ça dépend. Des fois même 50. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déposé 55. Tout est prêt. Béatrice attaque ce qui lui sert de pagaie et lance sa journée de travail. Elle sait à quelle heure elle part, mais elle ne sait pas quand elle revient. Il lui faut parcourir parfois des kilomètres qu'elle-même n'arrive pas à mesurer. Tout ce qu'elle sait évaluer, c'est le temps passé sur l'eau à pagailler. 2 à 3 heures de temps pendant les périodes de soudure, où les crabes se font vraiment rares sur les côtes les plus proches. Si tu déposes ça dans l'eau, il te faut, pour te reposer, dès que tu finis de déposer ça, il faut te reposer au moins 15 minutes. Après ça, dès que tu te lèves pour soulever ça, il y a des crabes qui viennent manger la pâte et tu les attrapes. Or maintenant, j'ai fait plus de 1 heure de temps à la maison avant de monter. Donc il y a beaucoup qui m'ont coupé la paille dessus. Ce même geste, elle le répétera tout le temps aujourd'hui. Comme hier, comme demain. Comme elle le fait d'ailleurs depuis ses premières fois, il y a 30 ans environ. C'est une activité aléatoire dont les revenus sont accrochés aux humeurs de Dame Chance. Si la journée est bonne, on trouve 4, 5, au moins 3 par nuit. Ça fait des années que moi je suis là-dedans. Donc on peut vivre, tu peux nourrir ta famille avec. Des fois, quand tu montres que tu n'as rien eu, vraiment ça fait très mal. On est découragé, mais une pêcheuse ou bien un pêcheur ne doit jamais perdre l'espoir. Il faut toujours espérer que peut-être tu peux aller le matin, ça ne va pas marcher. Le soir, tu montes et tu trouves. Donc il faut être courageuse pour faire ce genre de métier-là. Il faut être courageuse. Par exemple, aujourd'hui j'ai eu un panier. Je vais dire demain je ne vais plus partir. Comment est-ce que toi tu sais le jour que ça va marcher? Tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas dans l'eau. Tu ne sais pas le jour où ça va marcher. Donc il suffit de aller au jour en jour. Tous les jours ne sont donc pas fastes dans ce métier. En dehors de la grande patience dont il faut s'armer, le pêcheur de crabes a besoin de puiser dans ses expériences pour contourner quelque peu ces jours de mauvaise chance dans l'année. Des fois, on calcule le temps. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Il y a des temps, c'est les météos qui expliquent ça bien. Et nous, on dit « eh ouais ». Ah oui. Si « eh ouais » là vient là, des fois, on calcule la lune. Là où se trouve la lune, c'est que dans l'eau, ça va marcher. Si tu sais calculer, tu calcules ça et le soir comme ça, tu fais ton bagage. Tu sais que demain, si je vais,
au moins, j'aurai quelque chose. Et puis, il y a les périodes même qui viennent, il faut aller au moins 2 jours avant de trouver un panier. Un panier de crabes peut coûter environ 1000 francs CFA pour les périodes d'abondance. Pendant les temps de la rareté, il peut doubler et même tripler de prix. Mais pour l'avoir, il faut bien travailler et compter sur la providence. Une grosse épreuve quotidienne à la limite. On souffre. Moi, je ne veux pas voir mes enfants souffrir comme ça. Eux, au moins, ils connaissent papier. Pourquoi quelqu'un qui connaît papier va se jeter dans ce métier-là? Pour faire tous ces genres de choses, il te faut un moyen. Sinon, moi, j'aime beaucoup les animaux domestiques. Bon, mais c'est les moyens qui font tout ça. Si la pêche marche, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire avec. Mais si ça ne marche pas, des fois même si tu es quitté à la pêche pour venir, pour payer les 300 de pirogue, tu as 1000 problèmes pour payer les 300. Donc ça devient une dette. Des fois, il faut aller au moins 2, 3 fois avant de donner l'argent de pirogue. Là, ça fait déjà 900. Et puis tu as eu une seule panier. Donc ça fait qu'on a dette. Au fur et à mesure, tu sais que tu as eu dette. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Oui, mais on n'a pas de choix. Si tu as vu que tu as fait une longue distance, le lendemain, il faut te reposer. Mais si ça marche, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça nous donne le courage de se réveiller tôt pour aller encore. Mais si ça ne marche pas, tu vas faire... Moi, en tant qu'une femme, je fais au moins 2 ou 3 heures sur un pagaie ou bien un bois comme ça. 2 heures de temps pour aller, 2 heures de temps pour revenir. Des fois, il faut l'eau, si tu suives l'eau là, c'est bon. Mais si l'eau vient vers toi, que toi tu t'en vas comme ça, vraiment, ça fatigue. Mais on n'a pas de choix. Ici, c'est mon village. Mais je ne veux pas faire d'autres activités à part ça. Si je trouve au moins quelque chose... Par exemple, tu viens de parler de l'élevage. Si je trouve un coin que je peux faire un élevage, là, d'accord. Ce métier, au-delà d'être un gagne-pain, est une passion pour Béatrice. Il lui a permis de soutenir sa petite famille et d'envoyer ses 4 enfants à l'école. En dépit de ses forces qui déclinent avec l'âge et le temps, elle ne veut pas abandonner, espérant un jour une relève, mais en dehors de sa progéniture. Je suis Tata Annie, ta conseillère virtuelle qui t'informe 24 heures sur 24 sur ta santé sexuelle et reproductive, à savoir les méthodes contraceptives, l'hygiène menstruelle, les IST et beaucoup d'autres thématiques. Je suis disponible sur Facebook, Messenger, WhatsApp et site web pour une discussion simple, facile, sécurisée et confidentielle avec le langage des chiffres. À travers la discussion, tu as la possibilité de découvrir le centre d'offre de services le plus proche et de bénéficier d'un référencement pour discuter avec des spécialistes. N'est-ce pas waouh? Choisis ton canal de discussion et le tout est joué.
Avec le 73-44, plus de questions difficiles, des préoccupations sur la sexualité, le 73-44. Signaler une violence faite aux filles ou aux femmes, le 73-44. Des préoccupations sur la planification familiale, le 73-44. Des services de qualité dans le secteur privé, le 73-44. Comment lutter contre la diarrhée et le paludisme, le 73-44. Appelez gratuitement le 73-44. Le 73-44. Gratuité, anonymat et confidentialité garantie. Le 73-44, ça peut sauver la vie. Retour sur l'actu matin pour nos débats. Franck, bonjour. Bonjour. Ulrich, bonjour. On s'était Bonjour, promis Tanguy. hier de continuer à faire le point, mettons, de la gestion de Patrice Talon sur ces 9 dernières années. On se rappelle très bien, dimanche, cela était le 6 avril 2025 et cela bouclait justement 9 ans que Patrice Talon a prêté serment pour la première fois en tant que chef d'État du Bénin, promettant justement d'amener le bateau à bon port. On a commencé à s'interroger sur, je dois dire, le chemin parcouru, notamment au plan politique. Hier, aujourd'hui, on va s'intéresser au volet économique, social et culturel. On va déjà commencer par le domaine économique. Est-ce qu'on a avancé autre mesure, Loïs? Il y a eu des avancées. Ah oui, lesquelles? Il y a eu des avancées. La première avancée que tout fonctionnaire vous dira, c'est qu'on a connu une revalorisation à la hausse. Ça, c'est au plan social, ça, économie. Oui, déjà au plan social, parce que vous savez, pour quelqu'un qui peut-être a l'habitude de gagner des centaines de mille, des millions, ce n'est peut-être rien. Mais attention, quelqu'un qui a priori avait son salaire calqué sur le SMIC et qui peut-être gagnait à peine 35 000 et que subitement on lui dit que c'est au-delà de 50 000. Est-ce que vous voyez un peu ce que cela représente dans la poche de ce monsieur? Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une avancée considérable. Mais ils se sont plaints, ils ont dit que la cherté de la vie est allée à un rythme un peu plus élevé que la hausse. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que la vie, le coût d'achat en 2016 n'est pas le coût d'achat en 2025. Absolument. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des chocs. Que ces chocs soient exogènes ou endogènes, nous les subissons et de sorte à ce que aujourd'hui, vous voyez, quand nous en avons parlé la dernière fois, nous avons vu des produits, des denrées alimentaires qui ont coûté carrément la peau des fesses. On a vu le prix du haricot. Il y a même des gens qui ont surfacturé les prix des bonbonnes de gaz. Donc, ça peut vous dire que le coût d'achat, effectivement, s'est élevé. Mais dire que le coût d'achat est élevé et que le SMIC soit resté au même endroit, là on aurait dit qu'il y a un problème. Mais si déjà il y a une amélioration, il faut d'abord encourager l'amélioration. Comme on le dit, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc reconnaissons déjà qu'il y a une augmentation à ce niveau. L'autre chose, c'est que le gouvernement social, puisque vous avez commencé, oui. Le gouvernement de Patrice Talon est venu rapidement à instaurer un programme d'action du gouvernement dans lequel on a parlé beaucoup plus de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous allez voir aujourd'hui que dans le système, on parle beaucoup plus des personnes handicapées et il y a même un quota pour ces personnes handicapées, surtout dans les concours, ce qui n'existait réellement pas. On les mettait toujours ensemble et parfois elles sont défavorisées, ces personnes handicapées. Je pense que c'est aussi une avancée notable qu'il faut reconnaître. Nous avons vu également toujours sur le plan social, et on peut l'assimiler aussi au plan juridique, mais c'est beaucoup plus social. On a vu aujourd'hui la place de la femme au sein de la société et la manière dont la femme est défendue. Je ne veux pas encore parler de l'autonomisation, mais je veux parler des violences faites aux femmes, la manière dont aujourd'hui on protège la femme, et pas que la femme et la fille, et les enfants aussi. Donc il y a un arsenal juridique qui est mis en place pour pouvoir protéger. Il y a même une institution qui est dédiée justement à la protection de la femme et de la fille. Je pense que c'est aussi une avancée notable. Et sur le plan social, toujours, il y a l'autonomisation de la femme qui est toujours en vogue, juste que le panier de la ménagère peine encore à trouver son équilibre. À se remplir, oui, Franck. Oui. Le riche nous a imposé de commencer par le volet social, on y va? Oui, le volet social, je pense qu'il y a eu, quand vous prenez par exemple dans le secteur de l'éducation, il y a une action forte qui est
renforcé, qui a commencé sous le régime défunt et qui a été renforcé sous Patrice Talon. Je veux parler du programme des cantines scolaires qui demeure aujourd'hui un exemple que d'autres pays viennent même, copier chez nous. Je pense que c'est un point très essentiel pour des gens qui ont fait leur enfance dans des zones reculées et qui devraient faire des distances pour rentrer à midi, aller manger et revenir. Et lorsqu'on sait que certains y vont et qui ne reviennent jamais, ça fait au lendemain peut-être dans l'après-midi. Donc pour ce programme-là, qui a été suffisamment renforcé sous Patrice Talon, je pense que c'est un point nécessaire un point important qu'il faut relever dans le domaine social. Dans le domaine social, Ulrich l'a déjà dit, il y a eu un accent particulier qui a été mis sur le suivi et la survie des personnes handicapées. Les personnes handicapées qui par le passé ne bénéficiaient pas de grandes conditions. Aujourd'hui, même pour les concours d'admission dans certaines structures étatiques, dans la fonction publique, il y a une part qui leur est réservée. Il y a également les conditions qui sont faites à la femme. Ce n'est pas négligeable à mon avis, parce que ça leur permet d'avoir une certaine... les microfinances qui sont rigoureusement gérées aujourd'hui, qu'on peut attribuer à tout le monde, à toutes celles qui remplissent les conditions. Ça, c'est très important. Et la cagnotte a augmenté de 2016 à aujourd'hui. La cagnotte a véritablement augmenté. Ça, c'est un point social qu'il faut véritablement relever. Et l'autre point qu'on ne voit pas surtout, vous voyez, c'est la digitalisation de l'administration publique. En quoi est-ce que c'est social? C'est social parce que par le passé, vous allez quitter Malanville pour venir à Cotonou pour chercher une pièce, vous irez à Port-Nouveau. Ça permet de dynamiser l'économie. Parce que quand vous avez quitté Malanville, le chauffeur dont vous aviez emprunté le taxi, il vous prend pas gratuitement. Ça permet ainsi de faire tourner l'argent d'une poche à une autre et d'alimenter une économie. Quand vous aviez fait ça, vous privez justement le chauffeur de ça. Vous regardez que celui qui reste sur place, mais vous ne voyez pas, je dois dire, mettons, la bonne dame qui doit vendre du pain sur la route, chez qui vous allez acheter, vous n'avez pas vu l'hôtelier chez qui vous allez loger, etc. Toute cette économie est paralysée. Oui, c'est vrai, mais le chauffeur ne chômera pas non plus si vous ne prenez pas votre véhicule de Malanville à Cotonou. Lui, il a l'habitude de circuler, il va trouver certainement quelqu'un qui veut quitter Malanville pour Kandi ou Kandi pour Bembereke pour Parakou. C'est pour dire que ça permet de réduire, par exemple, les risques. Lorsque vous prenez un étudiant ou quelqu'un qui vient d'avoir fraîchement son bac et qui doit quitter Malanville, qui ne connaît nulle part, il vient à Cotonou, il doit chercher où loger. S'il n'a pas de parents à Cotonou, il faut qu'il se loge dans un hôtel et tout ça. Quand on prend, vous mettez l'un dans l'autre, c'est que ça permet non seulement d'éviter les risques, mais ça vous permet d'économiser, ça vous permet de vous occuper d'autres besoins dans le foyer. Pour moi, c'est un point très important. Il y a également beaucoup de choses que l'on peut avoir, des pièces que l'on peut avoir en ligne aujourd'hui, alors qu'avant, non seulement vous payez pour la pièce, mais vous vous déplacez, ça fait une double dépense. Et ça, tout ça aujourd'hui est économisé pour l'individu qui est dans le besoin et donc qui peut lui permettre de résoudre d'autres problèmes. Sur le plan social également, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les infrastructures marchandes qui ont été construites pour ces bonnes dames. Parce que voilà des bonnes dames qui étaient un peu livrées aux intempéries. Elles trouvent de l'argent, certes, dans les anciens marchés, mais elles dépensent encore beaucoup plus dans les médicaments. Si vous allez voir les conditions dans lesquelles elles exercent leur métier, eh bien, c'est parfois, vous avez pitié. C'est peut-être un parasol déjà dégarni par le soleil. Elles se retrouvent là du matin au soir. Il y en a même qui dorment dans ces marchés-là, dans des conditions un peu exécrables. Je pense que c'est des points importants qui, pour moi, ont agi sur le social, sur le quotidien, le vécu des populations. C'est vrai que les attentes dans ce domaine sont encore grandes. Justement, j'allais demander, j'ai l'impression que tout est rose là. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous manque? Non, il nous manque que parfois on a l'impression que la politique du gouvernement n'agit pas suffisamment sur, par exemple, le prix des produits de grande consommation, parce qu'il est arrivé à des moments où nous avons acheté, par exemple, le maïs très cher, nous avons acheté l'huile très chère, le sucre, et ainsi de suite. Si on vous permet d'économiser ailleurs et que vous devez dépenser 1000 fois ou 2000 fois dans un autre
dans un autre volet, je pense que finalement, on est en train de tourner en rond. Donc, à des moments donnés, il n'y a pas eu cette politique-là offensive pour réduire, pour diminuer le prix des produits de grande consommation, le riz, le maïs, l'huile, même le piment parfois intouchable sur le marché, l'oignon, ainsi de suite. Donc, je pense que parfois, il a manqué un peu d'équilibre dans les mesures qui sont prises. Il y a également des tasses qui naissent, qui viennent un peu plomber la petite économie des populations, les petites économies que nous faisons et tout, les tasses sur la route, ainsi de suite. Mais on nous dit que c'est compensé ailleurs, ainsi de suite. Mais on n'a pas ressenti. Dans l'ancien régime, on a eu l'impression que l'argent circulait beaucoup. C'est-à-dire que, pas des activités que les gens menaient les week-ends, ainsi de suite. La bonne dame, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vend son pure water. Le jeune qui doit faire les banderoles en faisait et gagnait un peu de sous. L'autre qui doit taper tam-tam pour accueillir les autorités en faisait un peu et trouvait pour son compte. Bref, tout ça nous a un peu manqué, si bien qu'on a l'impression que véritablement le social a disparu. Mais je pense qu'on peut toujours réajuster pour le riche. Qu'est-ce qui vous a manqué au plan social? Au plan social, tout de suite, je vais commencer par le dernier volet qu'aborde Franck. Il y a l'autosuffisance alimentaire qui peine encore réellement à être une réalité, parce que non seulement nous entendons dire parfois qu'il y a une très grande et très bonne production, mais que sur le marché, on constate qu'il y a flambé et inflation des produits, des prix des produits. Il y a un contraste vertigineux entre ce qui se dit et ce qui se fait. Donc, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore un gros travail à faire. Et je pense que le gouvernement ferait mieux de nous accompagner dans ce domaine-là. Et aussi que le ministère de l'Industrie nous accompagne aussi, parce que qu'un quidam ne se lève pas pour créer une inflation selon son bon vouloir, sans que le ministère ne réagisse réellement. Quand je parle du ministère, c'est que je parle en même temps du gouvernement, parce qu'il arrive un moment où c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, où c'est ici que nous tirons d'abord à boulet rouge sur le gouvernement ou sur le ministère avant que nous ne voyions des équipes déployées sur le terrain pour calmer cette inflation créée de toutes pièces. Je pense que c'est un travail. Non, on le dit parce que c'est ça justement. Nous sommes en train de faire le bilan. Nous avons dit ce qui est bon, mais nous dirons aussi ce qui est moins bon. Il y a l'autre aspect, nous avons vu tout un arsenal déployé par rapport à la lutte contre la corruption en République du Bénin. Il y a même des agences qui ont été créées, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, mais au-delà de tout ceci, souffrait que je dise que dans le temps, on a parlé d'abord de déserts de compétences au début et on a ramené des expatriés pour pouvoir gérer certaines structures d'État. Mais c'est sous la direction de ces expatriés que nous avons entendu des milliards partis ou des millions partis. Mais on n'a jamais élucidé ces affaires jusqu'à l'heure où nous parlons. Et pourtant, nous parlons de lutte contre la... On a trouvé quelques millions sous les oreillers. La suite, est-ce que vous avez eu une suite? C'est ça, je veux dire. Est-ce que vous avez eu de suite? Non, parlons. Nous sommes en train de faire le bilan. Quand il s'agit du bilan, nous dirons ce qui est bien. Est-ce que c'est le volet social? Et nous dirons aussi, mais oui, c'est le volet économique et social, s'il vous plaît. Parce que quand l'argent du contribuable va ailleurs, c'est que le contribuable en pâtit ailleurs. Donc c'est toujours comme ça. Nous avons également les AME qui, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, on dira qu'on a amélioré d'une certaine manière leurs conditions, mais allez voir les AME sur le terrain. Allez voir les conditions dans lesquelles ils travaillent. Allez voir... Attention, le nombre d'heures est bien précis. On a révisé tout cela à la baisse. Attends, après, ils étaient à 28 heures. Vous avez bien précisé à temps après. Allez sur le terrain, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a un nombre d'heures qu'il faut pour pouvoir répondre réellement aux conditions physiques et psychologiques pour travailler. Ce sont les AME, ou du moins les enseignants, qui forment les cadres de demain, l'élite de demain. Et vous savez, quand ceux-là prennent leur argent pour aller finir à l'hôpital ou à la pharmacie, parce que, exténués par le travail qu'ils ont fait sur des heures, de façon, je dirais, entre griffes, exagérée, quand ils finissent comme ça, vous pensez qu'ils vont donner le meilleur pour nos enfants? Non. Ils vont seulement donner le juste minimum. Et le juste minimum, c'est de former des cadres au rabais. Le juste minimum, c'est de ne pouvoir véritablement pas donner l'amour qu'il faut, parce que enseigner aux enfants, c'est aussi leur donner une certaine forme d'amour, de patriotisme et consort. Mais quand ils ne sont pas réellement dans les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire, c'est pas possible. Vous savez, l'enseignant est à la base
la société. Quand l'enseignant rate le niveau de l'enfant, ne serait-ce qu'au primaire, même, commençons même pas à la maternelle, ne serait-ce qu'au primaire, au secondaire, et parlons maintenant de l'université, vous voyez, l'enfant évolue. Nous avons des étudiants aujourd'hui qui sont incapables d'aligner 2 phrases sans les truffer de fautes. Donc, tout ça, ce n'est pas la faute à l'étudiant. Parfois, la faute a été ratée à la base parce qu'il y a un enseignant à un niveau donné qui soit était tellement exténué par son travail, n'a pas fait le travail. On va avancer au plan économique. Sur le plan économique. La belle réussite au plan économique. Sur le plan économique, nous avons contracté des dettes et c'est bon. Et ça nous permet de faire des réformes. Parce que j'ai entendu le ministre de l'économie dire oui, que nos dettes sont soutenables. Bon, oui, je ne suis pas économiste et j'estime que nous avons vraiment des dettes qui sont soutenables. Mais le plus important qu'il faut reconnaître ici, nous avons reçu aussi de bonnes notes des grandes institutions financières, FMI et Banque mondiale. Donc nous avons une économie stable. Et l'autre, le dernier aspect que j'aurais rapidement souligné, c'est que nous devons quand même saluer la manière dont nous avons géré la période de la Covid, parce que contrairement à beaucoup d'autres pays, ça a été vraiment difficile sur le plan économique. Il y a beaucoup de pays, même les pays limitrophes, dont je ne cite pas de nom exprès, qui ont subi véritablement le choc financier de cette pandémie. Au Bénin, nous avons su d'une certaine manière encadrer, et je pense que c'est à l'actif du gouvernement, il faut l'avouer. Franck, au plan économique? Non, au plan économique, on a observé, disons, un assainissement du volet économique où des réformes ont été véritablement engagées. Je sais, par exemple, que pour créer son entreprise aujourd'hui, il y a encore des difficultés, des choses à améliorer, mais c'est encore plus facilité que par le passé. De 2016 à aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des investissements au niveau du port autonome de Cotonou. N'eût été la situation avec le Niger et autres, ça va constituer toujours un levier très important, aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Nous avons développé beaucoup le secteur touristique qui nous apporte des devises. Les réformes qui ont été introduites dans ce secteur et les initiatives qui ont été prises, disons, par le gouvernement de Patrice Talon, tel que le festival que nous organisons à Ouida, au début de chaque année, ça fait drainer des mondes et c'est une plus-value pour notre économie. Il y a également la rénovation de plusieurs sites touristiques ou des entités qui ont valeur de sites touristiques, ce qui est en train d'être fait, par exemple, à Niki. Est toujours au plan économique là. Oui, c'est toujours au plan économique. Là, vous allez déjà au plan culturel, hein, bon. Non, ce sont des investissements qui sont faits dans le domaine touristique, mais qui qui impactent positivement sur le secteur économique. Parce que tout ce qui est engrangé là, soit ça améliore les conditions de vie des populations ou ça renfloue les caisses de notre la caisse nationale. Donc je pense que des efforts qui sont faits dans d'autres secteurs nous permettent d'évoluer. Bon, également, pour les techniciens, on a dit que de 2016 à aujourd'hui, nous avons évolué et le taux de croissance a également évolué. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 6,5%. Ça, moi, je ne suis pas économiste, mais il y a des journaux qui ont avancé 7%, 7,5%. Voilà, 7,5% et tout. Donc, il y a eu quand même une certaine évolution de 2016 à aujourd'hui. En 9 ans, je pense que sur le plan économique, on a beaucoup évolué. L'assainissement pour amener des investisseurs, ainsi de suite. La zone industrielle de Glodigbe, ça a amené des entreprises qui se sont installées et ce qui est en train d'être fait là-bas, pour ceux qui sont allés, qui ont visité, qui ont eu des informations, c'est que cela également apporte un plus à notre économie. Sauf que le panier de la ménagère ne sent pas encore cette croissance. Vous tenez sérieusement à ça? Absolument. Ma grand-mère du village doit pouvoir sentir son panier bouger. Ma tante qui est à Bérouboué doit sentir son panier bouger. C'est ça justement le plus important. Quand on avance des chiffres, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'intellectuel qui avance les chiffres, c'est le connaisseur qui avance les chiffres. Mais la grand-mère du village, la tante du village, la sœur de l'autre côté, de l'autre bord, son problème, c'est de pouvoir dire que le haricot a connu une baisse. Le maïs a connu une baisse. Le prix du maïs est abordable, le prix du riz local est après un prix abordable. C'est ça, justement.
le chiffre sur papier, c'est tout à fait beau. Mais il faut le sentir sur la base. J'allais en venir seulement, Ulrich est un peu plus précis que moi. Bon, ah ben oui, il aura la parole tout à l'heure pour développer. On veut sentir la croissance très rapidement. Je disais qu'en termes d'avancée, c'est un peu visible. Là où, et j'avais commencé par le dire, lorsqu'on vous parle de l'évolution économique, lorsque il y a eu des efforts qui sont consentis, et à la maison, on n'a pas, écoutez, le salaire finit vite, vous m'en 10 000 francs tout de suite, et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai pu faire avec les 10 000 francs? Puis vous prenez du carburant, vous prenez des unités pour Internet, vous faites ci, et très rapidement, l'argent est terminé. On se demande, mais ce que disent les autorités, où est-ce que ça, à qui ça profite? Ce qui fait que dans notre vécu quotidien, on dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais les autorités disent, on travaille pour l'avenir, on travaille pour que demain nos enfants soient. Mais maintenant, il faut également travailler pour que ce qui est avancé comme chiffre, nous puissions ressentir cela dans nos poches, dans notre vécu quotidien. Parce qu'il y en a qui, quotidiennement, ne mangent pas 3 repas. Il y en a qui mangent un seul, il y en a qui mangent 2, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Et je pense que c'est ce que les présidents ont commencé par faire et ce que Patrice Talon également a fait. Et nous devons poursuivre pour que demain, tout le monde puisse souffler, pour demain que l'État ait les moyens de réaliser des infrastructures, mais également que les populations ressentent cela dans leur plat. Lorsqu'on vous sert du riz, qu'il y ait un peu de fretin déposé sur des soupçons de fretin et tout. Mais quand on n'en trouve pas du tout... Il y a mon soja. Pour ceux qui en consomment. Et donc, si on n'en trouve pas du tout, ça donne l'impression que ce qui est fait au sommet ne descend pas à la base. Donc, c'est important de le relever. Ça veut dire que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Oui. Allez, oui, pour finir, oui. Non, ce qui est intéressant, il a bien ouvert la brèche de l'aspect culturel et je vais bien me prononcer là-dessus. On va y arriver là maintenant, justement, puisqu'on vient de boucler le plan économique. Je vous propose donc qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui a changé au plan culturel et touristique maintenant. Entre-temps, Eric nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour Tony. Franck, au plan, mettons, culturel, vous avez commencé à évoquer les Vaudou Days et autres. En quoi est-ce que c'était vraiment d'une pertinence à mettre au chapitre des avancées? Votre question, ça me fait sourire. Comment ça? Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de question que je pose qui énerve de toute façon. Non, moi, je pose des questions pour aider les gens à sourire. Parce que le plateau d'actualité, c'est quand même un plateau relax qui permet de sourire. Non, je sais que pour être... vous êtes dans le monde culturel et tout, vous savez que ce qui est fait là-bas mérite d'être relevé. Là-bas où ça? À Ouida, tout ce qui tourne autour, et même le retour... La vie culturelle du Bénin en œuvre ne peut pas se résumer à Vaudou Days, alors même non, moi qu'à la deuxième, sinon à la première édition, puisque la première expérience était l'édition 0, a-t-on dit. Je suis allé jusqu'au nord, à Niki, pour vous en parler. Et si vous prenez aujourd'hui le secteur touristique, moi je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour rattraper un peu le retard que nous avons observé dans le secteur, parce qu'il y a encore des projets qui ont démarré, qui ne sont pas achevés et qui peut-être ne seront pas achevés avant Patrice Talon. Mais lorsqu'on parle de la destination Bénin aujourd'hui, n'eût été les foyers de tension que nous avons dans le nord, vous savez que nos parcs étaient très visités avant. Et donc, à côté de cela, ces initiatives-là qui ont été prises, et même l'effort que l'État a fait, le plaidoyer que l'État a fait pour ramener les trésors royaux et tout ça, ça donne une certaine visibilité. Et on a souvent coutume de nous dire que les efforts qui sont consentis au plan culturel et touristique, ces efforts-là sont appréciables sur le long terme. Ça voudra dire que les efforts que les énergies que nous débauchons aujourd'hui, on aura certainement les impacts, les années à venir, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ou même 20 ans après, on dira, mais nous avons commencé de quelque part aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu véritablement réaliser. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Moi, j'estime que j'ai visité à Boïkon ou à Bomé un site touristique à Gongwento, et qui m'a beaucoup séduit, mais aujourd'hui on m'a dit que le site serait fermé.
je me dis, attention, il faut que l'on trouve... C'était à l'abandon, oui, il n'y a pas eu un entretien. Il n'y a pas eu un entretien. Oui. Voilà des choses qu'il faut ressusciter. Parce que moi, quand j'y suis allé, j'ai vu un peu que l'intelligence que nous cultivons et tout, ça ne date pas d'aujourd'hui. En leur temps, avec les moyens de bord, des gens ont fait des choses vraiment ingénieuses. Et il faut montrer ça à la génération montante. Il faut montrer ça à nos enfants pour leur dire, écoutez, depuis des lustres, il y a des réalisations que les gens ont fait avec les moyens de bord. Et cela, c'est notre patrimoine culturel. C'est important de réhabiliter ce site-là. Il y a bien d'autres sites dans le pays et surtout documenter pour que les enfants, dans nos écoles aujourd'hui, on n'a pas une place qui est réservée à la culture béninoise, à la culture véritablement africaine. On nous apprend beaucoup plus les trucs de l'Europe. Les gens maîtrisent le mur de Berlin, le mur de, je ne sais quoi, ce que Eric est allé visiter en Chine récemment. La clôture de Pékin peut-être. De Pékin, oui. Mais ici, on oui, pas grand-chose. Au plan culturel. Déjà au plan culturel, il faut déjà saluer la vision du gouvernement d'aller au e-visa, qui certainement accompagne justement la promotion de la destination Bénin. Et aussi, on a vu cette loi votée pour accompagner les afro-descendants d'esclaves qui se sont retrouvés, qui ont des gènes du Bénin ou de l'Afrique, d'origine du Bénin. Je pense que c'est une belle promotion de la destination Bénin. Et ça, c'est à l'activité du gouvernement, il faut le reconnaître. Et surtout les Vaudondaises, puisque Franck en a parlé, et il y a le côté que j'apprécie, le côté pour lequel j'ai des griefs. Déjà, l'appréciation, c'est que on a beaucoup de choses que nous avons commencé par développer. Et quand Vaudondaises est venu, ça a rappelé l'historique Ouida 92, qui, à un moment donné, avait placé le Bénin au cœur du monde entier, où le monde entier convergeait vers le Bénin. C'est revenu. Et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire parce que, au-delà de ce que nous voyons, je vois à un Vaudondaise beaucoup plus de divinité de la partie méridionale du pays. On a fait l'effort cette année quand même de cette année, on a senti un peu, on a senti un peu, mais ce n'est pas encore ça, on a senti un peu une ouverture vers la partie septentrionale. Il le faut encore davantage parce que quand on parle du vaudou, ce n'est pas que quand on parle du vaudou des divinités noires, ce n'est pas que la partie méridionale du pays. Donc je pense que déjà en le faisant, en ouvrant cette brèche, il faut l'accentuer. La grosse dent que j'ai contre les Vaudondaises, et j'en profite encore pour le dire, je l'ai dit déjà une fois sur le plateau, la promotion de la destination Bénin n'est pas que pour le gouvernement. Le gouvernement fait la promotion de la destination Bénin, mais cette promotion se fait d'abord et avant tout par les médias béninois. Et c'est le moment pour moi de lancer cette grieffe et je pense que tous les confrères qui me suivent actuellement doivent savoir de quoi je parle. Vous savez, quand on fait cette promotion, c'est d'abord la presse béninoise. C'est la presse béninoise qui passe à côté, qui passe un peu partout dans le pays, qui fait ressortir les attraits touristiques, fait ressortir la richesse culturelle et culturelle du Bénin. Mais quand viennent les Vaudondaises, on regarde la presse béninoise avec beaucoup de condescendance. Et parfois, c'est juste la presse internationale. Est-ce que ce n'est pas la culture africaine qui concède à ce que... Absolument pas. Quand Absolument un étranger vient, qu'on s'en occupe beaucoup plus, même que son propre enfant. Vous avez dit oui. Beaucoup plus. Oui, beaucoup en plus. un mot, on s'occupe un peu. Vous avez dit beaucoup plus. En un mot, on s'occupe un peu de ses enfants. Ah non, c'est pas ce qu'on a vu. Et tous les confrères qui suivent les Vaudondaises, qui accompagnent les Vaudondaises, ne me diront pas le contraire. C'est pas une tradition, c'est juste à cette dernière édition que les journalistes l'édition précédente a été pareille. J'ai vécu de bout en bout l'édition précédente et j'ai vécu encore cette édition et je le dis haut et fort. Vous savez, on laisse de côté et on regarde la presse béninoise avec assez de condescendance et il faut que cela s'arrête. C'est pas bien parce que, au-delà de tout, là, Vaudondaises est terminé. Ceux qui font la promotion de la culture béninoise aujourd'hui, c'est cette même presse qu'on regarde avec beaucoup de condescendance. Et c'est nous qui sommes en train de faire le travail actuellement. Il faut que le ministre de la Culture fasse beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là et que toutes les autorités dans ce secteur fassent beaucoup. Je dis aussi que le théâtre béninois est en agonie. Le théâtre béninois est en agonie du moins. Et on ne sent vraiment plus le théâtre béninois. Nous en avons parlé aussi ici. Le FITEB est mort. Et on est là, on se regarde. Alors que dans d'autres pays, on voit le cinéma
même tout récemment, le Togo qui a aussi commencé avec beaucoup de cinéma. Nous avons vu timidement le Bénin qui a commencé par se lancer. Nous avons vu, par exemple, deux films qui sont passés sur Canal+, deux feuilletons, pardon. Et je pense que c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas encore ça. Le Sénégal est très loin devant nous. Le Togo aussi a pris le pas sérieusement, le Nigeria n'en parlons plus. Donc je pense que le Bénin peut aussi se lancer dans ce concert. Et c'est aussi un avantage économique parce que autant on investit dans la culture, autant on peut gagner en culture. Et finalement, nous avons la chefferie traditionnelle qui est aussi à l'actif du gouvernement, même si c'est assez décrié, où il y a beaucoup de récriminations. Je pense que c'est au niveau de la date retenue par le comité de travail que cela pose problème, parce qu'il y a des dates qui ont été retenues, des dates limites, mais avant cette date-là, il y a eu beaucoup de mutations au niveau des royaumes, et je pense que c'est ça qui est en train de poser véritablement problème, parce que vous allez voir, tous ceux qui posent des récriminations actuellement vont au-delà de cette date, parce qu'ils estiment qu'avant cette date, il y a eu tel royaume, qu'ils vont au-delà, ou bien ils viennent un peu en dessous de cette date. Oui, mais dans la plupart des récriminations, ils remontent. Ils vont au-delà de la date. Donc je pense que c'est aussi un travail à faire. Mais c'est déjà bien qu'aujourd'hui, la royauté ait sa place constitutionnelle et qu'on commence déjà par reconnaître sa force parce que pendant longtemps, nous avons vécu avec ça. Le FITEB a été dissous et remplacé par le Centre national de théâtre qui doit en dehors de ce que le FITEB faisait, je crois, s'accrocher à autre chose. Mais pour le moment, le théâtre ne se porte pas. Non, c'est en agonie simplement. C'est oui, juste. Eric. Bonjour Tanguy. Bonjour. Oui. On va faire le bilan de talent, on est sur le volet culturel. Je pense que tout part d'abord de la vision. Sans vision, il n'y a pas d'action. Jamais on aura vu un gouvernement s'intéresser au développement du tourisme dans notre pays pour dire qu'il y a vraiment une volonté politique manifeste de faire du Bénin une grande destination touristique. On parle de l'économie du tourisme où il faut développer pas mal de concepts. Déjà, on parle du Bénin révélé parce que on s'est aperçu qu'il faut davantage investir pour que le Bénin soit révélé non seulement aux Béninois, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, aujourd'hui, vous voyez avec quelle facilité nous accueillons de grands événements internationaux à Cotonou parce que l'environnement est devenu très favorable, n'est-ce pas, à l'accueil de ce genre d'événements. Aujourd'hui, au plan touristique, nous avons beaucoup de visites au Bénin. Récemment, nous avons remarqué au port de Cotonou un grand bateau touristique qui est venu avec beaucoup de touristes. Et donc, aujourd'hui, c'est une réalité de ce que nous vivons, une ère nouvelle dans le secteur touristique. On parle aussi du tourisme des affaires avec notre hôtel 5 étoiles qui reçoit aussi d'événements, des hommes d'affaires qui viennent pour leurs activités et qui tiennent aussi des réunions dans le pays. Tout ceci participe à développer l'économie touristique dont on rêvait tant depuis plusieurs années. Nous avons des espaces qui sont exclusivement réservés au développement du tourisme. Quand vous faites un tour du côté de Fidjoursa et prendre par la route des pêches, on constate vraiment avec beaucoup d'émerveillement le changement de ce paysage qui est très favorable, n'est-ce pas, au développement du tourisme. Le riche et Franck ont déjà évoqué le concept des Vodou Days, qui est aussi un succès à la matière en termes de nombre de personnes qui visitent le Bénin dans cette période. Donc, il faut continuer dans cette dynamique pour que nous puissions évoluer dans le sens d'avoir des événements assez typiques un peu partout qui puissent mobiliser plusieurs communautés pour que les critiques qui sont faites sur les Vodou Days faisant état de ce que c'est une communauté ciblée de notre pays qui est intéressée, soit davantage, comment on dit, annexée à d'autres cultures, n'est-ce pas, pour la valorisation du tourisme religieux, puisque c'est de ça qu'il est question. Nous avons aujourd'hui des agences qui travaillent pour l'image du Bénin, Bénin Tourisme, l'ADAC aussi, où quand on vous donne les statistiques, des structures cinématographiques qui sollicitent des autorisations pour tourner des films
au Bénin, vous serez véritablement étonné. Le DG Attaque en parlait récemment dans un entretien qu'il reçoit régulièrement de ces genres d'autorisation, que ce soit du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, où des gens viennent tourner, n'est-ce pas, des séries, parce qu'une fois encore, l'environnement est devenu très attrayant, n'est-ce pas, pour servir de cadre de tournage à ces genres de projets. Donc, qu'on le veuille ou non, on le remarque, on le sent, il y a une nouvelle dynamique insufflée dans ce secteur, et les acteurs le témoignent aussi, que ce soit du côté de l'hôtellerie, bien entendu, où on estime qu'avec cet environnement de plus en plus favorable, on reçoit des visites, et bien des gens viennent solliciter l'hébergement, n'est-ce pas, pour leur visite et pour le séjour. Et tout ceci participe justement à mettre un plus au niveau de notre économie, parce qu'on ne le dira jamais assez. Quand quelqu'un visite votre pays, il doit s'héberger, il doit se nourrir, il doit se satisfaire de certain nombre de besoins. Et tout ceci apporte vraiment un plus à notre économie. Donc, il y a sans doute encore des choses à faire. Si on peut se satisfaire de ce qu'en l'espace de 9 ans, nous sommes arrivés à ce niveau, ça veut dire que c'était possible. Et que si on n'y avait pas pensé, c'était parce qu'il n'y avait pas du tout de la vision. On n'y avait même pas pensé qu'on pouvait autant, je dirais, agir sur un certain nombre de leviers pour que tout ceci forme un tout global et donne ce résultat. Donc, si on peut faire cet effort, les 10 prochaines années à venir, les 20 prochaines années à venir, imaginez là où le Bénin sera. Aujourd'hui, nous avons nos artistes qui participent à des expositions d'art, que ce soit ici au Bénin, mais aussi à l'extérieur. Je pense qu'actuellement, au ministère de la Culture, on est en train de préparer notre exposition du côté du Japon. On était à Venise, et donc il y a vraiment toute une dynamique, et nous avons aussi des infrastructures qui l'accompagnent un peu partout à Porto-Novo. Pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur des images du musée de Vaudou à Porto-Novo, qui est pratiquement en train d'être achevé, et donc on avait besoin de ces genres d'éléments dans ce secteur du tourisme et de la culture, pour que le Bénin puisse vivre, puisse véritablement rayonner. Je pense que, à part le coton qui pouvait nous permettre de s'identifier à l'échelle internationale, on a aujourd'hui beaucoup de titres. Bénin, pays propre, Bénin, pays des Vaudounéis, Bénin, pays de ceci, Bénin, pays de cela, qui permet de nous identifier. Et je pense que tout ceci donne une valeur ajoutée à notre image, à notre crédibilité à l'échelle internationale. Allez, je crois qu'il est 8h55. Merci beaucoup, cher monsieur, pour les contributions de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'actu matin. Non, je crois qu'on a assez fait bilan de talent, non? Ça va, non? Est-ce qu'on va encore continuer à faire son bilan? Ou bien vous avez un volet qui vous intéresse singulièrement dans sa gestion? Ah non, il y a toujours Il veut parler du sport? Pourquoi pas? Parlons du sport. Je serais curieux de savoir ce que vous voulez dire du sport, ce talent. J'ai ma petite idée. Moi, j'ai mes analyses que je dois faire du sport. D'accord. Oui, je suis pas trop footeux, je suis pas féru. C'est pas seulement foot. Hein. Bon, oui. Roller et tout. Mettez-moi en tout cas à l'épreuve, vous verrez bien, vous serez plus que satisfait. Oui, j'imagine. Voilà. Je vous conseillerais vivement le plateau de Candidat Roueto le lundi à 21h. Ça va beaucoup vous aider à étaler vos performances d'analyste sportif. Allez les gars, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Monsieur, bonjour. Un accord historique lie désormais le Bénin à la Slovénie, nous apprend le matinal ce matin. Le journal précise qu'arrivé à Cotonou ce dimanche, la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie s'est entretenue ce lundi 7 avril 2025
avec son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari. Au cours de l'audience, explique la parution, les deux ministres ont abordé l'état des relations entre leurs pays et envisagé les perspectives pour leur renforcement. Pour mieux consolider leurs liens, le Bénin et la Slovénie ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. À travers le document, les deux pays expriment le désir de renforcer davantage les relations bilatérales pour l'établissement d'un mécanisme de consultation politique. Les parties tiendront, ajoute le matinal, des consultations et discussions régulières afin d'examiner l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays et d'échanger leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. La nation, pour sa part, indique que la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie et envoyée de l'Union européenne à Cotonou a visité le port autonome de Cotonou et ses installations ce lundi 7 avril 2025. Elle s'est également montrée très ouverte et portée vers de nombreuses préoccupations. Au nombre de celles-ci, selon le quotidien du service public, l'environnement et la modernisation des installations portuaires. La chef de la diplomatie slovène, avant de se porter sur le terrain, s'est entretenue avec les responsables du port. Elle a eu droit notamment à un long exposé du directeur général qui a rappelé avant toute chose que l'Union européenne, au regard de son appui, est l'un des partenaires de choix du port. Pour la diplomate slovène, dans la colonne de la nation, l'économie bleue rime avec l'écologie. Cotonou et son port sont sur la bonne voie avec une orientation environnementale respectueuse des normes, fait-elle observer. Fraternité consacre son dossier du jour à la révolution numérique et ses nombreux avantages. Gain de temps, d'argent et d'énergie. À sa page 3, le journal rappelle que depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans une transformation numérique ambitieuse visant à moderniser ses services publics, avec plus de 1000 services numérisés, dont plus de 110 entièrement dématérialisés. Le pays s'impose comme un modèle en Afrique de l'Ouest. Lancé en partenariat avec les administrations locales, fait savoir la parution. La plateforme www.service-public.bg permet aux citoyens d'accéder à un grand nombre de services en ligne. Il est désormais possible de payer ses factures d'eau et d'électricité, d'obtenir une attestation fiscale, de faire une demande de casier judiciaire ou encore de créer et de formaliser une entreprise. La plateforme, selon le Canard, offre également des services liés au foncier et au cadastre. Cette centralisation permet d'éviter les déplacements inutiles et les longues files d'attente, facilitant ainsi l'accès aux services administratifs. En ce qui concerne l'accès à Internet, la qualité et surtout le coût, Fraternité dans son dossier souligne que classé à la 98e place sur l'échelle mondiale selon l'index de la qualité de vie numérique, le Bénin est un modèle de progrès dans le monde du numérique. Des progrès significatifs ont été enregistrés ces dernières années dans le cadre de l'amélioration de la qualité d'Internet, notamment le renforcement de la puissance du câble sous-marin, l'abordabilité et la qualité d'Internet à travers le pays. Il est vrai, reconnaît Fraternité, que le coût d'Internet est élevé, mais cela ne peut être en raison de la cherté des taxes qu'impose l'État aux différents fournisseurs ou entreprises de réseaux de télécommunications. Ce qui est sûr, le coût est élevé d'après les utilisateurs, même si Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication, pense que le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour rendre ce coût abordable aux citoyens. Merci de votre aimable attention.